On y va? Ouais. Ouais, c'est bien. Bonsoir à toutes et à tous. Ça se voit pas parce que je suis quelqu'un d'assez pudique, mais je suis profondément heureux de recevoir Marc Graciano ce soir. Je tiens à remercier Laure et Libraire du Sud pour avoir permis et facilité cette rencontre. Marc Graciano est un écrivain remarquable qui construit depuis 2013 une œuvre parmi les plus puissantes de la littérature contemporaine pour moi. Il a un don assez particulier pour faire advenir des images grâce aux mots et au souffle. Nous allons parler ce soir de sa langue si particulière. Nous n'épuiserons pas le mystère de ses romans. Une lecture d'un roman de Marc Graciano est une expérience intime, très puissante, très sensorielle, qui appartient à chaque lectrice et chaque lecteur. Par contre, on va essayer de parler quand même de quelques caractéristiques. Nous parlerons de la langue. Il nous paraissait important, presque indispensable, pour parler de cette langue, de vous la faire entendre. On a donc demandé à Juliette Pain-Blanc, que j'en remercie d'être là, de préparer une lecture pour nous. Avant ça, une lecture dont on taira la teneur. Juliette est au courant de ce qu'elle doit dire. Tu ne sais rien. Tu ne sais absolument rien. Avant ça, j'aimerais peut-être qu'on dégage quelques lignes qui traversent tes romans, Marc. Merci d'être là, d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur et un plaisir. Qui traversent tes romans depuis 2013, avec Liberté dans la montagne, en passant par Une forêt profonde et bleue, en 2015, Au pays de la fée électrique, en 2016, Enfant pluie, en 2017, Le sacré, en 2018, Embrasse l'ours, en 2019, tous parus chez José Corti. C'est comme un mélinoton, tu vois. C'est En 2020, Le Soufi, Au cadran ligné, et jusqu'à Johan, paru au Tripode en début d'année, en janvier, qui nous réunit donc plus particulièrement ce soir. En quelques mots, l'histoire de Johan, c'est l'histoire d'une jeune femme de 17 ans, en 1429, qui va entreprendre un périple qui va la mener de Vaucouleurs jusqu'à Chinon, 500 km, une quinzaine de jours, accompagnée d'une troupe fraîchement recrutée, troupe armée, pour rejoindre Chinon et annoncer au dauphin, Charles VII, pour lui annoncer son sacre prochain, la levée du siège d'Orléans. Message qu'elle tient, cette Johanne, de Dieu, via Sainte Catherine, Sainte Marguerite, Saint Michel, ouais. dont elle entend les voix depuis quelques années maintenant. Cette Johanne, on connaît plus sous le nom de Jeanne d'Arc. Et tu m'as fait peur. Que j'avais pas compris. Peut-être c'est un choix de lecture, un angle de vue. Ah merde, ouais. Ah, j'aurais dû lire la question. Cette matière historique, tu choisis d'en faire ce roman. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et nous présenter cette Johanne? Oui, je peux le faire. Bon, d'abord, merci d'être là. Merci pour tes paroles touchantes. Alors, oui, la question c'est pourquoi Jeanne d'Arc, hein. Ouais. Alors, bon, j'ai coutume de dire, pas pour me justifier, mais pour expliquer, que j'ai pas grandi, enfin, j'ai pas vécu jusqu'à il y a peu dans le culte ou l'adoration de la figure de Jeanne d'Arc, hein.
C'était même un petit peu l'inverse, je dirais quand même. J'avais un regard plutôt critique et je vais pas presque dire un peu narquois quoi, sur cette image, en tout cas telle qu'elle est souvent représentée. Hein. Donc l'héroïne nationale, la sainte. Et puis, donc par honnêteté, je dois dire que c'est la lecture de Charles Péguy qui m'a rendu l'image de Jeanne d'Arc aimable, voire désirable. Alors, bon, pourquoi ? Parce que bon, il y a la langue de Péguy. Alors moi, Péguy, je l'ai connu assez... Enfin, je l'ai connu, je l'ai lu assez tardivement. J'avais entendu son nom. Et c'est d'ailleurs un lecteur, dans une rencontre comme ça, qui m'avait signalé que le personnage de la petite dans Liberté dans la montagne, outre le style que j'avais employé, lui faisait penser à Péguy. Enfin, le style à Péguy et surtout le personnage de la petite à celui de la petite fille Espérance dans Le Porche du mystère de la deuxième vertu. Je ne sais pas si certains connaissent Charles Péguy. Donc du coup j'avais lu Charles Péguy, moi, qui m'a alors beaucoup séduit. Et j'ai lu donc sa Jeanne d'Arc parce il a fait une pièce. Enfin deux en fait sur Jeanne d'Arc, une première quand il était assez jeune, qu'il était plutôt socialiste, et une autre, le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, où il y avait déjà une petite dimension un peu plus nationaliste, un peu mêlée. Bon, enfin, ça serait à discuter parce que et c'est tout un débat qu'on va pas entamer ce soir. Mais en tout cas, dans sa première Jeanne d'Arc, il m'a décrit une Jeanne d'Arc. Il nous décrit une Jeanne d'Arc, en particulier dans l'enfance, très bouleversée, très touchée, et malheureuse, rendue malheureuse par l'existence du mal, en fait, de l'injustice. Et il l'a décrit comme ça, et puis il l'a décrit comme... non tellement... Enfin, pas tellement... pour restaurer le royaume de France, mais plutôt instaurer un royaume chrétien. Mais pour Péguy, être chrétien et socialiste, c'était un peu la même chose. Donc voilà. Donc il m'a rendu sa figure un peu aimable par ce biais-là. Et je dois avouer aussi que j'ai fait bonsoir. J'ai fait un amalgame entre Jeanne d'Arc et la petite fille Espérance. Donc ce personnage du Porche du mystère de la deuxième vertu, et qui est, moi, ce que je préfère de Charles Péguy, en fait, en réalité. Donc c'est une espèce de poème où il met en scène les trois vertus dites théologales. Enfin, moi je suis pas allé au catéchisme, hein, j'ai appris tout ça un peu aussi en lisant Péguy. C'est-à-dire, il y aurait trois vertus, c'est enseigné au catéchisme. Donc, il y a la foi, la charité et l'espérance. Et il décrit donc l'espérance comme une petite fille entre ses deux grandes sœurs, et il dit, en gros, on croit que c'est les deux grandes qui tirent la petite. Il dit c'est l'inverse, c'est la petite qui amène les adultes. Et la petite, donc, c'est l'espérance. Et l'espérance, moi, ce que j'ai compris de Péguy, beaucoup aidé par quelqu'un qui s'appelle Mathieu Giroux, qui a écrit sur Péguy et l'enfance, c'est la figure de la renaissance, en fait. C'est l'espérance, c'est cette possibilité que tout puisse se refaire, renaître. Et avec, en fait, espérance, mystique, enfance, pour Charles Péguy, c'était la même chose. Alors c'est presque une entité philosophique, si tu veux, cette petite fille Espérance et cette espérance. C'est un concept. Et j'ai associé la petite fille Espérance à Jeanne d'Arc. Pour moi, Jeanne d'Arc, c'est la petite devenue grande. Donc, je le signale parce que ça affleure peut-être dans le livre, hein. Enfin j'espère, parce que ça a quand même pas mal coloré ce que j'ai, enfin pas tellement ce que j'ai voulu dire, enfin ce que j'ai écrit, quoi.
Voilà. Et puis, après, je dois aussi dire que, l'air de rien, même si j'étais comme ça un peu à distance de la figure de Jeanne d'Arc, mais je pense comme nous tous, j'avais en moi des images de Jeanne d'Arc. Et en particulier celles héritées de l'enfance, enfin, de l'école, enfin, des livres d'histoire avec les vignettes, donc, et qui souvent c'était des images, enfin bon, ça serait anachronique de dire d'Épinal, mais enfin, tu vois, des images très naïves, donc on la voit bergère au-dessus de la Meuse en train de prier. Il devait y en avoir une autre, on devait la voir devant au siège d'Orléans, devant les tourelles, et puis devait y avoir Jeanne d'Arc au bûcher. Bon, enfin, c'est des images comme ça. Il y a toute une iconographie, tu vois, sur Jeanne d'Arc, assez naïve, assez pure, mythique, et que j'avais en moi. Et puis alors, je le signale parce que finalement, je les ai utilisés. Donc c'est un livre aussi là où j'utilise beaucoup des images. C'est un livre imagiste. Donc, bon, alors je le sors à chaque fois, mais je fais feu de tout bois. Parce qu'avec Jeanne d'Arc, c'est un peu tendancieux. Mais, dans le sens où j'utilise plein d'images. Mythiques, légendaires, à sa décharge, à sa charge, et plus des images que j'invente. Donc voilà, donc c'est vraiment un livre, c'est une Jeanne d'Arc imaginée, c'est une Jeanne d'Arc rêvée, soit des images directement créées, ou soit une rêverie sur des images préexistantes. Bon, voilà. C'est ta Jeanne d'Arc. Voilà, c'est ma Jeanne d'Arc. Donc c'est important de le dire. C'est pas un livre historique, évidemment, et ça n'est même pas un roman historique au sens où quelqu'un comme Yourcenar le définissait. Enfin, dans ce que j'ai pu entendre, moi je l'ai pas lu en fait Yourcenar, mais je l'ai entendu parler, et elle disait que pour elle, mais là c'est par opposition à ce que j'ai fait, hein, où je suis en opposition par rapport à elle plutôt, elle disait qu'elle se documentait beaucoup. Pour Histoire d'Adrien, L'œuvre au noir. Histoire d'Adrien, c'est dans le monde romain. L'œuvre au noir, je crois que c'est médiéval aux Pays-Bas. Elle disait qu'elle se documentait beaucoup, c'est-à-dire qu'elle essayait d'être exacte historiquement, par rapport aux faits, à ce qui s'est passé, mais aussi par rapport à l'environnement matériel, et aussi par rapport aux idées. Et elle disait qu'ensuite, après avoir établi comme ça un monde assez bien documenté, elle aimait en revanche évoluer dedans avec son imaginaire. Mais bon, voilà. Et ce que moi j'évolue, mais le monde c'est pas documenté. Voilà. D'ailleurs, ton Moyen-Âge, enfin, tu ne pouvais pas situer cette histoire entre un autre temps que ça, mais c'est une période qui, dans Liberté dans la montagne, Une forêt profonde et bleue, ou dans le Sacré, c'est ce Moyen-Âge un peu fantasmé. Quel est ce Moyen-Âge-là et qu'est-ce qui t'intéresse? Alors là, tu as raison de le dire quand même si je dis que c'est tout, bon, c'est pas documenté, etc., mais j'ai essayé d'être un peu plus précis. Bon, la situation de départ est vraie, hein, c'est-à-dire que Jeanne d'Arc a en effet quitté vos couleurs. Alors, on ne sait pas peut-être le jour exact, mais pour aller jusqu'à Chinon, on sait à peu près avec qui, en combien de temps. On a très peu d'éléments, on sait qu'elle est passée, il y a eu quatre étapes, une abbaye près de... J'ai oublié le nom, enfin, dans la Marne, elle est passée à Auxerre, elle a passé la Loire à Gien, et elle s'est arrêtée dans une chapelle près de Chinon, enfin avant Chinon. Voilà. Donc oui, c'est un peu plus renseigné, et par rapport à beaucoup plus que mes autres livres, qui sont en effet un Moyen-Âge beaucoup plus complètement fantasmé, tu as raison de le dire, avec des grandes projections personnelles, et en plus du monde contemporain, si tu veux. Et puis à la limite, même, certains ont vu dans Liberté dans la montagne même quelque chose qui se passe dans le futur. Si. D'accord. Et oui, ça pourrait s'imaginer, en fait, parce que
Ouais, donc c'est pas du tout réaliste. Mhm. Hein, bon, voilà. Et généralement, les narrateurs, dans les précédents livres, utilisent une langue qui est à spectre large, c'est-à-dire qui pourrait aller du début du Moyen-Âge jusqu'au début XXe. Alors, en revanche, avec Jeanne d'Arc, j'ai changé un peu les choses, c'est-à-dire que j'ai essayé d'utiliser, enfin, sauf exception, il n'y a pas de mot qui dépasse le 15e. D'accord. Voilà, j'ai été très aidé par une correctrice du Tripoli qui était redoutable parce qu'elle a une formation de latin, de grec, de théologie, enfin bon bref. Hein. Et elle m'a signé tous les mots qui étaient postérieurs au 15e. Alors tous ceux qui sont de la Renaissance, d'origine italienne, espagnole. Et non, ça c'est tardif. Ou voire même le sens. Qu'au Moyen-Âge, c'était pas le même sens qu'aujourd'hui. Et à charge pour moi d'essayer de trouver ce qui convenait. Alors, j'ai fait ce choix finalement assez tardivement. Au début, je voulais faire comme les précédents livres, et puis en fin d'été, tout s'est accéléré. Il a fallu que je revisite tout, et je me suis appuyé sur un dictionnaire là qui s'appelle le Dictionnaire moyen français, sur un site qui s'appelle le CNRTL. Sans doute vous connaissez. Voilà. Ok. Ça reste un Moyen-Âge assez minimaliste, malgré tout. Oui, ça, oui. Et il y a un autre motif qui est très important dans Johann, c'est tu l'as fait traverser une forêt, comme je trouve dans beaucoup de tes romans, qui est un élément assez frappant, qui n'est pas une forêt, plus là c'est une forêt profonde, en hiver, souvent nocturne, puisqu'ils doivent se cacher, puisqu'ils traversent un territoire ennemi. Mais dans beaucoup de tes romans, cette forêt est, je dirais pas inhospitalière, mais elle peut être hostile. En tout cas, elle est très sauvage, très bruissante, très fourmillante, très imprévue. Qu'est-ce que c'est que cette forêt pour toi? Je ne sais pas dire ce que ça représente. C'est un lieu important, évidemment, puisque j'en parle à chaque livre. C'est un... Alors, peut-être avant de te répondre, d'une certaine manière, là, j'écris sur Jeanne d'Arc, mais au fond, c'est comme si je la prenais et que je la faisais venir dans mon monde personnel. Hein. En fait, il y a quelque chose comme une appropriation. Donc, ça, c'est important à dire aussi. C'est-à-dire, c'est pas un mouvement où j'essaye d'aller nécessairement vers elle. C'est plutôt que je l'amène vers moi. C'est un peu auto-centré. Hein. Et la forêt, qu'est-ce que c'est? C'est une question compliquée que tu me poses, parce que c'est un lieu, que je définirais comme pas intangible, enfin, vous voyez, qu'on ne peut pas s'approprier, qui est ah oui, alors indisponible, tiens, voilà, parce que ça, je fais référence à un mec qui s'appelle, comment il s'appelle, ce mec qui a écrit là sur c'est Zygmunt Bauman ou non, Hartmut Rosa, je sais pas oui, qui parle de cette idée que dans le monde moderne, tout devient disponible, dans le sens que tout devient fini, expliqué, même pas seulement exploitable, tu vois. Et donc pour moi, cette forêt, ça serait vraiment le lieu sans fin, quoi, infini, qu'on ne peut pas posséder, mais plus qu'on ne peut pas embrasser complètement, qu'on ne peut pas expliquer, donc de laquelle on ne pourrait jamais atteindre le centre. Et
qui se renouvelle sans cesse aussi, dont l'impression qu'elle produit se renouvellerait. Alors à une époque, j'avais décrit ça peut-être, j'avais essayé d'écrire l'odeur qu'a créé cette forêt, je décrivais que c'était comme l'odeur d'une mer, dans le sens que l'odeur d'une mer, elle est inépuisable, quoi. C'est toujours, tu t'en lasses jamais en fait. Peut-être un peu à l'adolescence, je sais. Non mais tu vois, cette idée, quelque chose comme ça d'un peu, ouais, bon voilà. Et ça, on vient dans la psychanalyse personnelle. Mais pour moi, c'est important qu'il y ait un lieu inatteignable. Je ne sais pas comment dire autrement. Je ne saurais pas le définir autrement. Mais, Et cette forêt qu'elle traverse est donc un monde en soi. Pratiquement, ils n'en sortiront pas dans ton roman, en tout cas. Oui, mais alors, ce que je veux dire, c'est qu'on le traverse. Ouais. Mais on ne le possède jamais vraiment. J'espère que j'ai été clair. Hein. C'est pas un lieu dans lequel on ne peut pas rentrer, mais on n'en fait jamais le tour, en fait. C'est inépuisable. Voilà. Pardon. Ouais, tout à fait. Non. Il y a quelque chose qui est frappant aussi dans ce roman, mais tu ne peux pas en faire l'économie, c'est ce fait religieux. Joanne, elle reçoit quand même un message de Dieu. Via des voies très verticales. Et ce qui est frappant, c'est que elle va rencontrer quelques personnages qui vont lui opposer justement une autre vision je sais pas comment dire, du spirituel, du sacré, comme le prieur, comme le ladre. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu cherchais dans cette opposition, ou si tu cherchais quelque chose? Vous nous parlez du sacré. Bon, ben là, c'est une façon de... Enfin, on va dire... Là, c'est très anachronique dans le sens en termes de mentalité. C'est-à-dire, ce sont deux personnages qui tiennent un discours, mais qui ont une pensée laquelle est difficile d'imaginer que des gens du 15e aient pu la développer, si tu veux. Encore que, peut-être, on ne sait pas. De toute façon, il y a des trucs qu'il ne fallait pas trop le dire trop, peut-être à l'époque. Mais donc, ce sont oui, c'est un peu... Alors, c'est un peu moi, si tu veux, aussi, à travers ces personnages, qui vient... bon, mais ça, je pense que c'est très... Je suis désolé, j'ai une gratterie, là, dans le cou. C'est-à-dire que j'aime bien m'introduire, en fait, dans le récit et à travers des personnages m'occuper. C'est souvent une héroïne. Mais c'est peut-être fréquent pour ceux qui écrivent des livres, c'est-à-dire qu'à travers, tu vois, tu rentres, tu t'identifies à un des personnages et tu peux t'occuper d'un autre, quoi. Donc là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que je viens un peu, on pourrait dire, lui la contester, enfin, lui opposer, m'opposer à elle. Parce qu'au fond, c'est une Jeanne d'Arc qui est relativement traditionnelle que je propose. Hein. Je suis pas en train de dire qu'elle hallucine, qu'elle est folle. Bon, je dis pas non plus que c'est forcément Dieu, mais c'est-à-dire que je prends acte que pour elle, c'est Dieu. Et elle a vraiment l'idée de sauver la France. Enfin, tu vois, c'est pas... Mais par contre, à travers ces deux personnages, là, il y a une opposition théorique, avec en particulier un prieur qui conteste l'idée, en fait... alors bon, là, je voudrais pas passer pour quelqu'un qui connaît la philo, mais c'est des trucs que j'ai lu un peu. Il conteste la transcendance. Enfin, il conteste l'idée que si Dieu existe, il serait distinct de sa création. Il est vraiment dans l'idée que si Dieu existe, c'est la création. C'est la nature. Donc ça, on pourrait dire ça va vers Spinoza, si tu veux. Voire peut-être même Schopenhauer, avec son histoire de volonté. Donc il y a vraiment cette idée que... et puis, enfin, si j'ai bien compris Schopenhauer, la volonté, c'est pas une volonté distincte qui domine. C'est le fait que les choses se font, en fait, et qu'elles doivent se faire. Bon, enfin... Donc il est là, tu vois, et c'est comme s'il venait du futur, lui dire, attends, cette histoire de Dieu qui te parle, c'est peut-être un
un peu exagéré. Ah, il a secoue carrément. Oui, et puis du coup, il y a un certain nombre de conséquences. En particulier, si tu n'as plus un Dieu distinct, tu n'as plus de mal et de bien absolu. Dans l'absolu, si tu veux. Donc, tu n'as plus des mauvais et des gentils, donc tu n'as plus les Anglais et les Français. Tu vois, c'est beaucoup plus relatif. Le monde devient beaucoup plus relatif. Donc, il essaye de l'expliquer ça, sans nier qu'il y a que déterminer ce qui est bien et mal a une importance. Hein. Mais que c'est l'affaire des hommes, pas de Dieu. Bon. Et puis le ladre, alors par contre, le ladre, c'est un anarchiste, on va dire. Bon, là encore, c'est complètement anachronique. Et puis, très inspiré par une lecture que j'ai faite de Locke, ça s'appelait Traité du gouvernement civil, il essaye d'essayer de prouver comment quelqu'un peut s'approprier un bien commun. À quelles conditions. Voilà. Bon, j'ai pas tout lu, je me suis arrêté. Mais au départ, il dit qu'en réalité, on ne peut justifier de s'approprier un bien commun que si c'est pour ta survie, si tu veux, et que tu ne peux posséder que ce que tu obtiens par ton travail. Donc, ce qui limite le nombre de surface, l'étendue de la surface. Bon, après, il complexifie. Après, dans quelle mesure tu peux aussi posséder un peu plus. Bon, là, je me suis un peu perdu. Non, dans la lecture, si tu veux. Mais là, lui, il reprend ce truc et il lui dit, bon, voilà, c'est complètement absurde que quelqu'un puisse revendiquer la propriété sur des millions alors, je ne sais plus quel mot j'emploie. À l'époque, c'était pas des hectares. Des arpents. Oui, j'emploie le terme journal. C'est dans l'extrait que tu veux lire. Oui, journal, parce que journal, c'est ce que tu pouvais travailler une journée, ça vient de là. Et puis, il y a un petit fond, je pense, de trucs que j'ai dû lire, parce qu'à un moment, il dit que... il lui dit non, il lui dit pas qu'elle ignore ce qu'elle sait, mais qu'elle ne sait pas qu'elle est ignorante. Elle ignore ignorer. Voilà, c'est ça. Oui. Donc ça, c'est qui ça ? C'est Platon. C'est un philosophe. Je me dégage. C'est Socrate, peut-être, je sais plus. Ça vient de loin. Lacan l'a repris. Bon, enfin bref, tout ça est parsemé, si vous voulez, de quelques éclats de philo que j'ai lus ici ou là. Mais bon, l'idée, c'est simplement d'abord, peut-être parce que ça correspond à des choses que je crois comprendre, auxquelles j'adhère, hein, plus ou moins, mais c'était l'idée aussi, voilà, par rapport à cette figure traditionnelle, de venir quand même la secouer, ouais, et la remettre en cause. Parce qu'elle a ces deux opposants, et elle a encore une autre chose qui s'oppose à elle. C'est pas une personne, c'est une situation, c'est-à-dire qu'elle découvre une ferme incendiée et en fait l'existence du mal, là, du coup. Donc elle se pose la question, comment c'est possible dans un monde, c'est une vieille question aussi, hein, dans un monde où Dieu existerait, pourquoi toutes ces mauvaisetés, quoi, hein. Donc elle se met à douter. Voilà. Elle se met à douter. Elle se met plus qu'à douter, elle se met à désespérer. Elle est inconsolable. Voilà, ce qui est peut-être le pire des mots, en fait. Hein, si on reprend cette idée d'espérance et cette idée que tout est vicié et que tout est mort, tout est fini et que ça ne peut pas se refaire, quoi. C'est ce que disait un peu Charles Péguy. Il disait tout commence en mystique et puis tout finit en politique, quoi. Tout finit dans le marigot, mais c'est pas seulement le marigot, les petites histoires, c'est que c'est figé, ça se fige. Il n'y a plus l'élan mystique, l'élan créateur, l'élan... Bon. En même temps, tu lui opposes, mais je trouve avec plutôt de la bienveillance. Tu la sauves même à plusieurs reprises, quelque part. C'est quelque chose qui est aussi frappant dans tes romans, c'est cette idée du soin,
du portage. Enfin, à un moment donné, il y a toujours des personnages qui viennent prendre en charge une partie de la peine, du doute, voire des atrocités. Il y a cette guérison et ce soin est très important. Je ne sais pas s'il est indissociable de la violence que tu mets parfois dans tes romans, que tu maîtrises assez bien par ailleurs. J'espère. Est-ce que tu veux bien nous parler de ça? Oui, alors c'est un peu manichéen, enfin, d'une certaine manière, parce que c'est vrai que je présente des choses très sombres, violentes, et puis après je répare, pour employer un mot tendance. C'est en train de passer de mode un peu cette histoire de réparation, mais ça je m'en suis déjà expliqué. Je pense que c'est un mouvement très infantile qui est très connu, c'est-à-dire que l'enfant à un moment donné agresse l'objet aimé et ensuite il est rempli de culpabilité et il veut le réparer. Enfin, il se rend compte qu'il aurait pu l'abîmer et donc cherche à le réparer. Et je le dis parce que pour moi l'écriture c'est vraiment quelque chose de très infantile. C'est une activité enfantine, quoi. Et en particulier, je revendique l'idée de jouer en écrivant. Et pour moi, jouer, évidemment, c'est pas le divertissement, le loisir. C'est vraiment cette activité où tu découvres comme extérieur à toi ce qui était intérieur. C'est-à-dire en particulier réaliser des images, réaliser mon imaginaire. En écrivant, j'ai l'impression que mes images, ce que je décris existe, avec l'espoir que ça le fasse pour le lecteur. Voilà. Donc, et ça, c'est le jeu par excellence, quoi. Pour moi, je pense que ça remplit une vie d'humain. C'est ce qui fait que la vie est digne d'être vécue, quoi. Parce que s'il n'y avait pas ça, et je veux dire, pas seulement en faisant de l'art, dans le métier, dans tous les métiers, dans la vie elle-même, dans la relation aux autres, etc., dans la relation au monde. C'est ce qui rend les choses, à mes yeux, à mon goût, délectable. L'existence, je dirais même pas supportable, délectable, plaisante, désirable, aimable. Et donc voilà, donc c'est pour te dire, c'est très infantile et c'est un plaisir. Oui, voilà, c'est ça. C'est un plaisir pour nous. C'est très communicatif. Tant mieux. Peut-être avant de parler de ton style, si on peut en parler, on pourrait entendre Juliette lire donc, ce chapitre du... Le Ladre qui est assez long, je préfère quand même prévenir. Ce chapitre du Ladre. Mais vous verrez qu'il était impossible de d'en prélever des extraits. Il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé, c'est que dans ce roman, constitué d'un certain nombre de chapitres qui sont même assez longs, il n'y a pas de point intermédiaire. Il y a un point final. La phrase commence, elle se finit à la fin du chapitre. On a trouvé compliqué de s'interrompre au milieu d'une phrase. Voilà. Donc voilà le chapitre du Ladre, en son intégralité. Nous chevauchions hors de tout sentier, dans une haie très froide et obscure, seulement éclairée par la lumière lunaire, où les pas des chevaux n'étaient empêchés par aucun obstacle et portaient sur une épaisse et molle couche de feuilles mortes, ce qui soulageait leur marche, et, depuis longtemps, nous voyions une lumière briller à travers les fûts noirs des arbres, et c'était une lumière d'aspect frêle mais très intense, comme celle d'une étoile qui serait tombée du ciel et aurait continué, après son tombement, à scintiller de la même lumière qu'à très longue et, c'est bien le cas de le dire, sidérale distance. Et nous la vîmes briller toute la nuit dans la direction où nous allions, à moins que ce fût l'inverse, comme si, renonçant à celle initiale, nous eussions choisi notre direction en tenant compte de sa position. Comme si nous eussions dévié notre course pour elle, aimantée par elle, comme si elle nous guidait, mais sans que, apparemment, nous pussions jamais la rejoindre. Pourtant, vers la fin de la nuit, nous la vîmes plus proche,
en plus que les obstacles à sa vue disparurent, à cause que nous commencions à sortir du bois noir et profond, et qu'à son orée, il commençait à s'éclaircir. Puis, en finissant de nous approcher d'elle, nous entendîmes un son régulier et aigre, un désagréable cliquetis mécanique. Puis, en poursuivant notre progression, nous sortîmes du bois et vîmes une personne un peu plus loin devant nous, sur le chemin longeant la lisière, qui tenait une lanterne. C'était une cage en fer de laquelle le pan de devant était une paroi vitrée, sans doute de la pierre spéculaire, à cause que l'usage du verre ne s'était encore répandu en cette région reculée, avec dedans une chandelle d'un suif sans doute très spécial pour émettre, certes en une seule direction, ce qui faisait paraître l'espace autour de son rayon constitué de profondes ténèbres impossibles à transpercer, une lumière tant coruscante que l'on ne comprenait idée comment elle pouvait la diffuser, et surtout l'avoir émise sur une tant longue distance qu'elle nous avait été rendue visible des dizaines de lieues auparavant, et nous avait donné la même impression que celle d'un astre brillant. Et la personne portait une robe taillée dans du sac, qui avait une vieille corde en office de ceinture, de laquelle les glands terminaux n'étaient que 2 nœuds grossiers et élimés. Et la robe avait un morceau d'étoffe rouge cousu à la poitrine, à la place supposée du cœur, et, dans la lumière splendide de la lanterne, le rouge de l'étoffe paraissait lumineux, et c'était comme le cœur même de la personne qui eût brasillé dans la nuit, et, en guise de coule, la personne était affublée d'un ancien sac décousu sur 2 côtés, une longueur et une largeur, qui lui couvrait les épaules et le crâne, et ombrait le visage, et faisait beaucoup de plis, desquels les reliefs étaient augmentés par la blanche lumière de la lanterne, et la personne était chaussée de socques recouverts de gros cuir, et la main qui n'entourait point le cerceau de fer, faisant usage de poignées pour élever la lanterne au-dessus de sa tête, tenait une crécelle qu'elle faisait tourner et cliquer bruyamment à temps réguliers. Et derrière elle, une selle bâtie en pierre sèche était visible, avec un toit mêmement édifié en pierre sèche, par technique d'encorbellement, et qui ne possédait point de ventail à la porte, ni aucune fenestrelle. Et c'était un lépreux qui avait été exilé ici, et qui semblait vouloir nous prévenir de devoir passer notre chemin au plus vite. Et Collet de Vienne, qui ouvrait notre marche, était passé près du ladre sans même lui jeter un regard, avec un air hautain. Mais son cheval, rendu inquiet par l'extraordinaire lumière, tout en s'enroulant de son côté et aveuglé par elle en même temps qu'il la fixait du coin de l'œil, en le tournant incessamment en son orbite, s'était mis à fringuer un peu, ce qui avait obligé son cavalier à sortir de son dédain apparent et à s'intéresser à la situation et à reprendre sa monture en main et à la remettre en ligne et à la faire aller droit et en avant d'un trac franc. Et avec le même air de détachement vaniteux s'était comporté Jean de Nouvel-Ompont, sauf que, arrivé à hauteur du ladre, il avait fait brusquement accélérer le pas à son cheval, ce qui l'avait amené, sur la terre glaiseuse et glissante du chemin en cette place, à déraper un peu sur ses postérieurs, et à presque aller percuter le ladre, qui était resté immobile et parfaitement impassible, et ce de quoi son cavalier le châtia d'un coup d'éperon, tandis qu'il donnait de dures secousses aux morts avec les rênes, non qu'il voulût le punir d'avoir presque bousculé le ladre, mais plutôt pour sa glissade, ce qui le fit beaucoup tricoter. Mais le trottier de Joanne, qui venait ensuite, avait ralenti peu à peu son allure à mesure qu'il s'était approché du ladre, et c'était à cause que Joanne avait peu à peu cessé d'entretenir son trac, comme subjugué par la vision de l'étrange et inquiétante présence sur le bord du chemin, et tellement que le cheval de Bertrand de Poulengy, qui venait encore derrière, s'était beaucoup rapproché et était venu donner du poitrail sur sa croupe, et que le trottier avait tenté une ruade et l'avait fait reculer dans un petit bond et un couinement d'effroi avant de s'arrêter, définitivement planté devant le ladre, quoique agacé par la proche et intense lumière de la lanterne, ce qui l'avait fait encenser et tirer sur les rênes, et ce que Joanne, rendue oublieuse, lui avait laissé faire, au risque qu'il les lui arrachât des mains, tandis que Bertrand de Poulengy, après avoir repris la main sur sa monture, lui avait fait éviter le trottier de Joanne, et était allé se placer après lui, tandis qu'avec Richard nous avions arrêté nos montures, mêmement,
pour ce qui me concernait, que les chevaux de bas, ce que, constatant des regards appuyés vers l'arrière après une brève rotation de buste, les 2 premiers cavaliers avaient fait volter courtement les leurs et étaient revenus les placer près de Johann, tellement que nous étions maintenant tous disposés en demi-cercle devant le ladre, au bord du chemin, avec la manade des chevaux de bas que je maintenais à l'arrière par leurs grandes longes, mais non comme si nous l'eussions acculé, non comme si nous l'eussions dominé, non comme si nous l'eussions oppressé, non comme si nous l'eussions assiégé, ou, pour exactement dire, non comme si nous l'eussions obsédé, lui au sol et nous sur nos montures, mais comme si nous fussions venus de lui recevoir une leçon. Et, plus que jamais, le ladre éleva haut sa lanterne, afin de mieux nous inonder de son intense et blanche clarté, et par ce fait, son halo éclaira semblablement bien son visage sous la coule, jusqu'alors caché par son ombre. Et nous vîmes qu'il était boursouflé par la maladie, monstrueux, avec l'aspect d'une tête de lézard, et que l'arête de son nez s'était affaissée, comme si l'homme avait eu le nez cassé, mais que l'appendice nasal n'avait cartilage été réduit, comme si l'homme sortait directement d'une méchante rixe, où il aurait reçu un vicieux horion. Et le ladre avait un œil qui avait naguère été dévoré par le mal, et l'œil manquait, et les chairs mortifiées étaient à vif dans l'orbite vide, et rutilaient sous les feux de la lanterne. Et, à la faible distance où nous nous trouvions, nous odorions l'odeur fétide de ces chairs, et après un long moment durant lequel elle fixa le ladre et le contempla, complètement fasciné par sa vision abominable, Johann prit la parole et dit qui elle était, et révéla la direction de notre route et le but de notre voyage. C'était à savoir la ville de Chinon où s'était retiré le dauphin. Et le mobile qui nous animait, mandé de par Dieu qu'elle avait été pour bouter les Anglais hors du royaume de France, où ils pullulaient, et elle pouvait bien le dire à cause, même si nous étions encore en pays ennemi, que le ladre semblait tellement inoffensif, proscrit qu'il était par cause de sa maladie, relégué aux marches de la civilisation hors de toute communauté humaine, que l'on pouvait bien lui dire un secret sans danger qu'il fût trahi, en plus qu'une raison plus profonde semblait la motiver, et qu'une force inconnue semblait l'avoir poussée à prendre la parole et à s'identifier, presque en dépit d'elle-même, et avec un juvénile empressement, en une irrépressible parole, comme si elle devait rendre des comptes au ladre. Mais le ladre, le moins troublé du monde par cette annonce, pourtant énorme si l'on y songeait, même si Johann à cette époque ne possédait point encore la grande femme qu'elle aurait par la suite, répondit illico et sur un ton de grande évidence qu'il savait parfaitement qui elle était et d'où elle venait et où elle allait, et qu'il connaissait bien le projet qui l'émouvait, et, au moment où il parla, nous odorâmes bien son haleine fortement punaise se mêler à celle des chairs putrides. Et le ladre dit à Johann que, pour ce qui était de bouter les Anglais, il l'en croyait fort capable, et que, de vrai, il savait déjà qu'elle y parviendrait, et que même, il pouvait déjà lui prédire le succès dans ses entreprises, et même encore le lui garantir s'il le fallait, tout particulièrement et en premier lieu dans celle pour lever le siège d'Orléans, et en deuxième dans celle pour faire sacrer le dauphin en la cathédrale de Reims. Et à ces paroles, nous nous redressâmes tous dans nos selles, à cause que nous avions pris l'habitude de nous y affaisser à la moindre halte, par l'effet de la fatigue de l'étape, mais aussi du voyage, qui durait maintenant depuis 9 jours, et qui, bien qu'il se fût passé jusqu'alors sans véritable encombre, avait été bien éprouvant, comme réconforté par cette annonce qui confirmait que nous avions choisi le bon parti, mais de manière réprimée et presque imperceptible, à cause que nous ne voulions point, par ce geste insigne, montrer en avoir peut-être un peu douté. Et mêmement, et surtout, avouer accorder créance aux paroles de cet être tellement sinistre et marqué dans sa chair du sceau de l'infamie, et mêmement pour Johann, mais chez elle, davantage en expression de fierté, quoique, comme nous, elle réprima vite ce mouvement involontaire, mais, en ce qui la concernait, à cause qu'elle ne voulait point paraître orgueilleuse. Mais le ladre dit que pour ce qui était de le faire hors du royaume de France, il en doutait beaucoup, à cause qu'il ne croyait idée qu'un tel royaume existât,
et avant même que Johann se récriât ou que nous protestassions, le ladre rajouta qu'en dehors peut-être de celui de Dieu, il n'existait aucun royaume. Mais Johann, passionnément penchée sur l'encolure de son trottier, s'empressa de dire, et elle le dit en bredouillant tant sa ferveur était grande, que c'était le même. C'était à savoir que le royaume de France était le royaume de Dieu. Mais le ladre eut un geste irrité de la main, celle qui tenait la lanterne, tellement que cela fit dévier un bref instant les rayons de son éclatante lumière et que nous fûmes plongés dans la plus parfaite obscurité. Puis la lanterne retrouva sa position élevée haut vers nous afin de nous éclairer pendant qu'il nous parlait, et le ladre dit que, pour ce qui était du royaume de Dieu, il y aurait eu beaucoup à dire, et en un geste éloquent de la main, celle qui ne tenait point la lanterne et empoignait le manche de la cliquette, ce qui la fit émettre à peine 2 ou 3 sons, il montra son visage affreux, comme pour interroger la valeur d'un monde où de tels maux pouvaient accabler les hommes, quand bien même, comme il se disait, ils auraient connu le péché, eux ou leurs parents, quand bien même ils auraient été le fruit de la fornication, quand bien même ils auraient été des êtres tarés, issus d'une semence pourrie et coagulée, quand bien même ils auraient été l'engeance de la géhenne. Et cette fois encore, il fit un geste de protestation avec la main qui tenait la lanterne, en signe qu'il y aurait eu mêmement beaucoup à dire sur l'idée de péché, ou que des hommes dussent en être punis. Et nous fûmes de nouveau momentanément plongés dans l'obscurité la plus totale, mais une fois que la lanterne fut rétablie en son assiette, le ladre dit qu'une chose certaine cependant pouvait tout de suite être affirmée, qui était que le royaume de Dieu ne pouvait en aucun cas être celui de France, puisque la France n'existait l'opin. Et cette fois, nous nous récriâmes tous à haute voix, et Bertrand de Poulengy et Jean de Nouvel-Ampont, nos 2 capitaines, eurent même la velléité de dégainer la courte épée qu'ils avaient au côté, non véritablement une épée, mais une grande dague, comme déjà décrit, et non peut-être pour véritablement oxyre le ladre, mais coup le châtier en le fustigeant comme qui dirait du plat de sa lame, mais, outre qu'il ne pouvait geste s'en prendre ainsi à un homme déjà tellement affligé par Dieu, déjà suffisamment puni par Dieu pour ses fautes et ses vices, et bien mieux que s'il avait été mis au carcan ou cloué au pilori, si ce n'était conduit au gibet, ce que d'ailleurs Johann leur aurait interdit de faire, et à quoi ils auraient timidement obtempéré, tellement, comme nous tous, il lui était devenu inféodé, bien qu'elle ne fût sans de noble naissance. Les paroles du ladre leur parurent frappées de tant d'exagération et d'énormes faussetés, et d'évidentes hérésies, tellement aberrantes qu'ils lâchèrent un gros éclat de rire pour finir, certes non sans outrance, et en laissant revenir leurs mains en sa position initiale, mollement posée sur le sommet du pommeau de la selle, en compagnie de l'autre qui tenait les rênes, et en redonnant à leur corps la détente qu'il avait momentanément quittée. Ce grand rire faux, en signe que les paroles du ladre ne pouvaient nous atteindre, et mêmement en signe d'un profond mépris pour lui. Mais le ladre resta placide et magnanime pour leur raillerie, et laissa s'atténuer et s'éteindre nos réactions, et de nouveau, d'un ton peut-être encore plus assuré et calme, péremptoire, sauf que, du fait qu'il n'avait plus de dents à cause de sa maladie qui lui avait rongé les gencives et les avait fait toutes choir, il avait une élocution un peu ridicule, celle d'un fol ou d'un sot, voire d'un crétin, quoiqu'elle renforçât l'idée qu'il était un être simple et libéré de tout orgueil et vanité, et donna paradoxalement à ses paroles davantage d'autorité morale, affirma que la France n'existait l'Aupin, ni l'Angleterre, ni la Bourgogne, ni la Lorraine, ni le Luxembourg, ni tout autre royaume que l'on voudrait bien lui citer, par exemple celui de Hollande ou celui d'Espagne, et que cela lui était une évidence de laquelle l'absence en nos esprits pourtant apparemment sains lui était pénible à constater, et que, rajouta le ladre, aucune terre n'avait vraiment de nom, puisqu'elle n'était la propriété de personne, à part peut-être de celui qui la laboure, et que, si l'on pouvait bien admettre qu'un homme laborieux en possédât un journal, et peut-être 5 journaux, voire 10 journaux, afin de le nourrir, mêmement que sa famille, que dire d'un homme qui en possédait 100 journaux, voire 1000 journaux, voire encore 10 000 journaux, ou même 100 000 journaux, quand ce n'était arpent 1 million de journaux ou 10 millions de journaux, comme
le prétendu dauphin de France, que Joanne tenait en grande révérence et de qui elle voulait se faire le champion, sinon qu'il était un fraudeur, un usurpateur, voire un prévaricateur, autant dire un voleur en mille voleurs. Et cette fois, à l'écoute de ces propos outrecuidants, nous nous appliquâmes tous à ne mouvement ou mot réagir, surtout Bertrand de Poulengy, quoi qu'il lui en coûtât. Mais par colère rentrée, notre vieux capitaine, qui parut se sentir personnellement offensé, blêmit beaucoup du visage, qui devint livide, et serra tellement le poing qui tenait les rênes que ses jointures blanchirent. Joanne, elle, ayant depuis le début choisi de rester tolérante et magnanime, outre le fait qu'elle semblait de plus en plus subjuguée par les paroles insanes de ce bougre, et le ladre répéta que pour ce qui était des souverains et de leur guerre et des possessions desquelles ils se prévalaient, il ne voyait ultimement, lui le ladre, qu'une bande de malfaiteurs, bien pires que les plus néfastes des routiers, et s'arrogeant la propriété sur des terres desquelles nul pouvait se prévaloir, à part ceux qui les travaillaient, comme il l'avait déjà dit. Mais que même ce point de raisonnement n'était tant assuré, puisque Jésus, dit le ladre, notre frère, en plus qu'il était le Fils de Dieu, mais peut-être davantage notre frère que le Fils de Dieu, précisa le ladre, avait préconisé de vivre sans possession et sans terre à labourer et bêtes à élever, sachant que son père pourvoirait à tout, et qu'à ce titre, les mendiants et les vagabonds pouvaient meilleurement être considérés comme les plus proches de l'Esprit de Dieu, et le ladre dit que pour cette raison, un homme qui vivrait sur une terre vierge seulement en récoltant ses fruits, bien confiant en Dieu et le don de ses bienfaits, de Dieu récoltant journellement la manne et négligeant de tout, comme un oiseau sur la branche, pourrait tout autant y prétendre que n'importe quel laboureur, et surtout que n'importe quel roi ou dauphin, ou empereur, ou duc, ou baron, et peut-être même plus, affirma le ladre, sauf qu'il ne viendrait évidemment à cet homme l'idée d'exprimer une telle prétention, et de faire valoir un tel titre de propriété. Et, une nouvelle fois, ce furent des paroles non point impies, mais tant irrespectueuses pour l'ordre existant depuis tout temps, voire séditieuses, qu'il était visible à sa mine sévère, mais surtout à son air de plus en plus impassible, qui est un signe infaillible chez des hommes de cette trempe qu'ils sont proches d'irrépressiblement passer à l'action, que Bertrand de Poulengy eût finalement bien volontiers châtié le ladre, quand bien même son état prouverait qu'il l'avait déjà suffisamment été, voire oxy, si Joanne, qui pressentit combien il était près d'agir, n'avait fait un geste de la main vers lui pour l'arrêter, tandis qu'elle regardait le ladre avec tristesse, et disait qu'elle avait grand pitié de lui, à cause que ce qu'il prétendait était contraire à ce que lui disaient ses voix, celles de sainte Marguerite et de sainte Catherine, sans compter celles de l'archange Michel, qui étaient les émissaires de Dieu. Mais le ladre fit, en signe de dubitation, sinon de protestation ou de contestation, un nouveau geste du bras, qui tenait la lanterne, tellement que, encore une fois, et pour un très bref temps, nous fûmes plongés dans la noirceur des ténèbres. Puis, quand la lanterne fut revenue dans sa stable position initiale et que nous eûmes retrouvé la lumière, le ladre dit que pour ce qui était de l'existence des voix de Joanne, comme il lui avait déjà rapporté qu'elle en avait, il en doutait guère. Donc il ne crut à sa sincérité, mais qu'une telle sincérité ne pouvait en aucun cas être preuve de véracité. D'abord, dit le ladre, à cause que Dieu n'avait besoin d'aucun émissaire, ni d'aucun ange, ni d'aucun messager pour s'adresser aux hommes. Et que si Dieu, rajouta le ladre, avait eu besoin d'émissaires, il n'aurait point été véritablement Dieu, c'est-à-dire un être de grande puissance, si ce n'était de toute puissance, ainsi qu'il était prétendu qu'il fût, à cause que tous ceux qui ont besoin d'émissaires n'en ont par définition aucune, à moins de considérer le Christ, son Fils, comme un émissaire. Mais le ladre dit que le Christ n'était personne d'autre que Dieu lui-même, Dieu en humaine personne, Dieu en chair et en os, ou à moins encore de considérer tous les hommes comme les émissaires de Dieu, en ce que, par leur foi en Dieu, ils faisaient exister Dieu, et qu'à ce titre, c'étaient donc les hommes qui avaient créé Dieu, et non l'inverse, ce qui était une idée à laquelle le ladre admit volontiers qu'il pouvait souscrire, mais qui ne prouvait en rien la véracité des voix de Joanne. Et là encore,
C'était un propos tant scandaleux que le ladre exprimait, c'est-à-dire que Dieu ne pouvait exister que par la volonté des hommes, qu'il était une invention des hommes, ou du moins qu'il eût été débile d'avoir besoin des hommes pour exister, mis de côté le fait que le ladre ne croyait point Johann au sujet de ses voix, ce qui était une incrédulité fort répandue, qui ne l'étonnait guère, mais l'attristait beaucoup, sans qu'il en fût encoléré cette fois, que Bertrand de Poulengy, désolé et navré, voire désespéré, et tellement qu'il cessa de se tendre et de se réfréner, s'avachit dans sa selle, comme s'il abdiquait mentalement, voire corporellement, et lâchant les rênes de sa monture et les laissant pendre et se tenir seul sur l'encolure, ce qu'il n'aurait jamais fait en temps ordinaire, tant il était découragé, tandis que Johann, alors qu'elle rétractait cette main qu'elle avait avancée tantôt vers lui en office de frein, sentant bien qu'il était désormais incapable d'une quelconque réaction malveillante et qu'elle la replaçait bien à plat sur une cuisse, pour un peu se serait mise à pleurer. Et qu'il en était mêmement des soldats, dit le ladre. Que Dieu n'avait besoin d'aucun soldat, que Dieu n'avait besoin d'aucun émissaire, ni d'aucun auxiliaire, répéta le ladre. Que Dieu n'avait besoin d'aucun vicaire, ni d'aucun laquais, dit le ladre. Et qu'à ce double titre, Johann faisait fausse route, et que c'était elle, au contraire, qui lui faisait grand pitié. Et il se tut, en regardant longainement et silencieusement Johann, et en hochant sincèrement et tristement la tête. Puis le ladre s'approcha du cheval de Johann et posa une main, celle qui ne tenait point la lanterne, mais la crécelle, à l'arrière de la jambe de Johann, sur le dossier de la selle, comme pour s'y appuyer et se soutenir, mis hors d'haleine et profondément lassé qu'il eût été par les 2 pas de son déplacement, et il abaissa un peu la lanterne afin de ne point éblouir Johann, et, maintenant qu'il était plus proche, nous vîmes que ses doigts étaient rongés en leur extrémité eux aussi, et nous vîmes mieux dans son visage en partie décomposé que son 2e œil commençait lui aussi à être atteint par le mal, et qu'il était injecté de sang, tuméfié et enflé, comme si le globe allait sortir de l'orbite. Puis le ladre baissa la tête, comme pour soustraire à Johann la vue de son visage endommagé, ou peut-être pour mieux se concentrer et réfléchir aux paroles qu'il allait à nouveau prononcer, mais il n'expulsa qu'un crachat pour finir. Non qu'il crachât véritablement, mais il laissa plutôt filer entre ses gencives putréfiées un long filet de glaire putride, qu'il fit savamment tomber entre ses galoches. Puis il essuya sa bouche abîmée à la manche de sa tunique en y portant le visage, ce qu'il avait manifestement coutume de faire, vu que le tissu de la manche, dans la lumière intense de la lanterne, luisait beaucoup, enduit qu'il était de glaire ou de morve, et comme pour mieux la lustrer encore, puis il renifla profondément, mais avala cette fois sa récolte plutôt que la cracher. Puis il releva doucement la tête et regarda fixement Johann de son unique œil à moitié exorbité et qu'il allait bientôt perdre, tout en gardant obstinément le silence, comme si, en amouré, il la contemplait éperdument une dernière fois, comme s'il savait certainement qu'il ne la verrait plus, soit que leurs routes ne se croiseraient plus, ce qui était le plus probable, soit qu'à ce futur moment de leur improbable rencontre, il serait devenu définitivement aveugle, et qu'il voulait en fixer l'adorable image. Puis le ladre dit à Johann qu'il l'aimait beaucoup, et depuis toujours, et que jamais il ne l'oublierait, et qu'il y avait longtemps déjà qu'il avait entendu parler d'elle, et qu'il attendait sa venue, et que, depuis plusieurs nuits, il sortait devant sa borde, dans l'obscurité avec sa lanterne, et qu'il affrontait l'ennui et le froid, afin de guider notre route vers lui, et que donc, rappelait-il, il lui prédisait un succès certain dans son entreprise, avec, comme toujours pour finir, beaucoup de malheur contenu dedans, surtout eu égard à la bande de fiefés brigands à laquelle elle s'était associée. Et il tourna la tête et regarda Bertrand de Poulengy d'un air tranquille, non pour le désigner, à cause qu'il était manifeste que c'était au dauphin et à sa cour illustre que le ladre faisait allusion, mais en signe que personne, même un vaillant capitaine, ne pourrait lui faire baisser les yeux, ni pourrait l'empêcher jamais de proclamer ce qu'il avait à dire, quand bien même on lui rirait au nez ou le menacerait de coups d'épée, et qu'il était un homme qui avait tellement souffert qu'il ne craignait plus le ridicule ni la souffrance, et ne connaissait plus la peur, et qui ne se laissait désormais impressionner par rien ni personne, et qu'en toute chose, il était devenu, c'est bien le cas de le dire,
un intouchable. Puis il regarda de nouveau Johanne et lui dit qu'il pourrait tenter de la dissuader de poursuivre sa vaine aventure, mais qu'il ne le voulait tider, et que même, en vérité, il ne le devait mot, et qu'il ne s'était pied placé ici durant 3 longues nuits pour arrêter sa marche, ni même, au fond, pour la guider, ni même encore pour la commenter, ni même encore pour dessiller Johanne sur le sens de son projet trompeur, qui n'était que gloriole, mais, annonça le ladre, qu'il avait été placé ici, puisqu'en vérité ce n'était lui qui l'avait véritablement choisi, à cause qu'il était mu par une force inconnue de lui, mais qu'il savait pourtant n'être point celle de Dieu, comme l'on aurait facilement pu le croire, mais de provenance intérieure, pour la prévenir d'en trouver le vrai motif qui, bien sûr, affirma le ladre, n'avait rien à voir avec le royaume de France, ni avec son dauphin, ni avec le royaume de Dieu, mais qui tenait d'un plus obscur fond, et que lui, le ladre, ignorait autant qu'elle, et qu'il ne pouvait donc mot lui révéler, ce qu'il n'aurait de toute façon jamais fait, même s'il l'avait connu, à cause que c'était à elle, et à elle seule, de découvrir le motif foncier, le moteur qui l'avait fait se lever et marcher, et qu'aucune voix, dit le ladre, fût-elle de Dieu lui-même ou de ses saints, n'aurait pu l'ébranler et l'émouvoir si, tout en l'ignorant, elle ne l'avait point déjà possédé en elle, et que c'était donc ceci qu'il se devait de lui révéler, et ce pourquoi il avait enduré l'immobilité et le froid durant 3 longues nuits, à savoir, dit le ladre, et il était manifeste qu'en prononçant ce mot, il imitait moqueusement mais bénignement la façon de parler de Johanne, qu'elle ignorait ce qu'elle savait depuis toujours, à moins que ce fût l'inverse, proclama le ladre, qu'elle ne savait point qu'elle était ignorante, qu'elle ignorait d'être ignorante. Et le ladre rajouta que, nonobstant, ce n'était point une devinette qu'il faisait à une grande prophétesse, et il le dit sur un ton de grande dérision, en même temps qu'il avait pour elle un sourire qui se voulait de connivence, mais qui ne rendit que plus hideux son visage meurtri, et qu'il n'aurait tellement souffert de rester devant sa borde à cette piteuse fin, et non plus pour lui rendre hommage, et de nouveau son visage fut enlaidi, pour autant que cela fût possible, par un sourire complice, mais une idée importante et grave, de laquelle il lui faisait l'offrande, et à laquelle elle devrait beaucoup penser dans l'avenir prochain. Puis le ladre renifla un grand coup, puis il baissa la tête et expulsa un nouveau fluide qu'il laissa filer entre ses gencives pourries, puis il se torcha la bouche sur la manche de sa tunique, puis il regarda de nouveau franchement Johanne, qui s'était définitivement tue et avait abandonné toute velléité de querelle après l'énigmatique révélation du ladre, et qui avait calmement rabattu sa capuche, et qui avait placé son buste droit, avec à nouveau les 2 mains sur le pommeau de la selle, comme pour prier, dans la même position remplie de révérence qu'elle adoptait pour écouter le sermon du curé en l'église de Don Rémy, quand ce n'était en celle de Greux, ce que confirmait le teint extrêmement pâle, quoique opalescent, tellement révélé par la resplendissante lumière de la lanterne que le ladre tenait tout près d'elle maintenant, de son visage, qui était bouleversé en même temps que concentré, ému et perplexe, comme touché et pénétré par une grâce inattendue, une grâce Noël, comme transfigurée. Et Johanne, en utilisant comme appui une main qu'elle posa sur une de ses cuisses, c'est-à-dire celle qui était du côté du ladre, et gardant l'autre agrippée au pommeau de sa selle pour s'y retenir, baissa le buste vers le ladre et approcha son visage de celui tellement disgracieux et repoussant du ladre, et, bravant le souffle infect et nauséabond qui s'en échappait, chercha les lèvres disparues du ladre, mais le ladre détourna doucement la tête afin de refuser de Johanne le clément et le charitable baiser. Merci. Mais en Merci même beaucoup. temps, c'est du sport, mais il y a quand même un rythme qui se trouve et qui relance à chaque fois. Donc c'est pas si... Oui, il y a quelque chose de rebondissant. Complètement, ouais. Et de presque... Enfin, il y a vraiment une jouissance à lire
Ouais. qui... voilà. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des digressions qui sont tellement parfois longues, et des digressions dans la digression qu'à la fin de la digression, on ne sait plus trop où on en est, mais c'est pas très grave au fond. Enfin, je veux dire, c'est pas très grave. Enfin, il ne faut pas non plus trop s'en faire. Enfin, je le dis parce que moi, quand je lis aussi du Claude Simon, que j'aime beaucoup, alors lui, il est un peu plus aidant que moi parce qu'il met des parenthèses. Mais disons qu'on en parlait justement avec Benjamin, Claude Simon, moi j'ai l'impression que, j'ai pas beaucoup lu, mais qu'il y a plusieurs strates Oui. de réalité, et que là, on avait plus l'impression de quelque chose qui se déploie, mais jusqu'au bout, Ouais, jusqu'à quelque chose de très tentaculaire. C'est vrai. Et on va toujours chercher comme un épuisement, mais ça ne s'épuise jamais en fait. Et que et moi j'avais une question sur l'écriture, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. C'était cette espèce de tension entre quelque chose d'une phrase, j'ai lu ça quelque part, qui s'invente à mesure qu'elle se crée, comme une sorte d'improvisation où on a l'impression que la chose est lancée et qu'elle elle se génère elle-même, quoi. Et en même temps, dans la construction du chapitre, quelque chose d'extrêmement pensé au niveau scénographique, avec cette lumière qui s'en va, qui revient, et qui est quand même le symbole de quelque chose. Enfin, le ladre est en train de l'éclairer aussi sur... et voilà, cette tension entre l'aspect un peu improvisé, entre guillemets, Oui, quoi, oui. je veux dire, de l'écriture, entre le projet et le processus, quoi. Ben oui, c'est vrai, c'est assez juste de signaler ça. Mais donc il y a un plan. Non, il n'y a pas de plan. Non, Il y a un plan de chapitre au Le départ, plan se fait ou- aussi un peu à mesure, en fait. Hein. Mais oui, tu as raison de parler de scénographie. Et puis là, c'est frappant dans cette scène. Bah oui, et puis Parce ils se que- mettent tous autour. Enfin, on a Voilà, l'impression ils quand se même placent. qu'il y a... Et On a l'impression que c'est n'importe quoi, cette histoire de trottier qui se met là. Et puis, oui. et en fait, tout est pour aboutir à cette image de tous les chevaux Ouais. autour de lui. Et puis il se met à déclamer, en fait. Oui. C'est improbable, quelqu'un comme ça, perdu. Bon, il se met à sortir un discours, en fait. Hein. Ouais. Et puis il y a tout un jeu, oui, tu as bien vu que la lanterne, ça je l'ai découvert en même temps. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils sont plongés dans la lumière et l'obscurité. Après coup, je me suis rendu compte que cet homme avec une lanterne, ça c'est un motif connu, mais j'ai oublié. Donc d'abord, il y a peut-être... est-ce que c'est pas... Comment il s'appelait, Charon, là, dans le Styx. Enfin, il y a un personnage comme ça. Hein? Il y a une carte du tarot, une arcane Oui, majeure l'ermite. du tarot. Ouais. L'ermite. Dans le tarot. Ah, alors il y a ça, mais je ne suis pas joueur de tarot. Peut-être je l'ai vu. Je crois qu'il y a l'histoire d'un passeur, enfin, qui guide. Et puis, en filigrane aussi, il y a, comment il s'appelait, le cynique Diogène, qui se baladait avec sa lanterne en plein jour. Bon. Donc, c'est vrai que ça charrie plein de symboles. Hein, mais je le découvre... j'en suis porteur, mais comme nous tous. Tu vois, Oui. tu vois, par exemple, le jeu de tarot, bon, j'ai déjà vu un jeu de tarot, peut-être j'ai vu cette image et je la reproduis en fait. Donc il y a quelque chose en effet de... Mais tu as raison de dire qu'il y a quelque chose de spontané et en même temps de travailler quand même, en termes d'écriture. Hein, Qui me semble être dans la inhérent phrase. à l'écriture même, quoi. Voilà, On a voilà. toujours un plan, Ouais. et que ce plan est toujours finalement... Enfin, un plan Mais assez global. mes plans, si tu veux, quand j'ai commencé le déjoué. chapitre, je savais pas où il se terminerait. Je veux dire, j'ai pas fait petit A, petit B, tu vois. Donc dans ce sens-là, ça n'est pas planifié. Donc je me laisse porter et je structure d'une certaine façon. Après, c'est vrai que là, quand tu lisais, je m'en suis rendu compte, c'est-à-dire que il crache, tu vois, un fluide dégueulasse, et après il parle. Il parle de manière, tu vois, pas pure, enfin pas propre, je sais pas comment dire. Limpide. Élevé. Voilà. Lumineuse aussi. Voilà, ouais. Donc il y a aussi ce contraste. Oui. Là, on retrouve, tu vois, le manichéisme un peu aussi. Tu vois. C'est un mec qui est en train de pourrir, mais qui a une parole pure, en fait, Ouais, et lumineuse. Oui. tu fais souvent ça, mettre en parallèle le noble et le trivial. Oui. Alors ça, on pourrait dire, c'est chrétien. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans le christianisme, ce que j'ai pu en lire. Par exemple, cette idée que au royaume de Dieu, les premiers
seront les derniers, tu vois. Donc, sous-entendu, les derniers seront les premiers, évidemment. Donc, il y a cette... Et on le trouve dans le taoïsme aussi, il y a cette idée que ce qui brille le moins éclaire le plus. Bon, là, ça brille. Et sur le rythme, c'est quelque chose que tu travailles ou c'est un souci que tu as? Est-ce que tu... Non, pas le rythme. Le rythme, il vient... Il te vient comme ça? Ouais. Et le rapport à l'oralité? Est-ce que tu le lis à voix haute? Oui, ça, je fais. Quand tu écris? Ouais. C'est quelque chose qui... Quand j'écris... non, pas au moment où Est-ce que tu j'écris. as ce souci-là? Parfois, je relis. Oui. Par contre, oui, il y a un... C'est pas un souci, mais il y a une place laissée à l'oralité et à la scansion. Oui. Mais ça, c'est avec Liberté dans la montagne, j'avais trouvé ça. Oui. Et en particulier avec le dernier chapitre. Et puis après, j'ai conservé cette idée, qui a déjà été traitée, enfin utilisée, c'est-à-dire c'est le style dit messianique ou biblique, si tu veux. Et moi, j'y ai été comment on dit, familiarisé par les auteurs américains. Parce que tu prends Faulkner, même Hemingway, moi je trouve, ils ont ça. Et McCarthy, qui moi m'a rappelé beaucoup Hemingway, mais qui a eu une influence, McCarthy, sur ma façon d'écrire, mais en fait parce qu'il a rappelé Hemingway. Et il y a vraiment cette utilisation de la conjonction et ce ton, voilà. Donc dans la Bible, c'est aussi beaucoup ça, hein, dans les évangiles. Et Jésus est venu et il a dit. Alors ça donne du bon, d'abord ça, je ne vais pas dire envoûté parce que c'est un mot qui est devenu complètement ça en tête. Et puis ça crée un souffle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu te sers de ce... C'est presque, tu pourrais presque te mettre à tu sais, comme les Juifs devant devant le mur des lamentations. Ouais. Oui. Ah ouais. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du rythme et du geste dans le religieux. Comment? Une sorte d'hypnose Oui, dans de le transe, de transe et d'incantation. Il y a un mouvement, comme tu fais, que je trouve très circulaire. Tu prends une phrase, tu commences une phrase, et puis tu peux en répéter le début pour agréger autre chose. Et c'est assez frappant depuis le début. Ouais. Et par contre, bon, il y a des aspects qui sont beaucoup plus réfléchis. Il y a tout le système de négation. Peut-être ceux qui n'ont jamais lu, ils ont peut-être été un peu heurtés par une pensée-idée. Bon. Ça, c'est un peu plus réfléchi. C'est un choix que j'ai fait depuis quelque temps. J'essaye d'aller vers un système de négation qui est sans doute celui originaire, d'ailleurs. Ça pourrait paraître faux. Et en fait, c'est grammaticalement plus juste. C'est-à-dire que, si vous permettez, j'en parle 2 minutes. Je ne vais pas faire comme hier à Marseille. J'en ai parlé 10 minutes. Je crois que tout le monde... Moi, le premier. Une connerie confuse. Mais bon, il y a... Je donne un exemple pour ceux qui n'ont pas... Par exemple, une lumière tant... C'est coruscante ou coruscante? Coruscante, moi je dirais. Une lumière tant coruscante que l'on ne comprenait idée comment on pouvait la diffuser. Et ça remplace le pas. Oui, parce que c'est. Moi, j'ai été alerté par. C'est-à-dire quand j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Enfant pluie. Je l'ai proposé à la correction à une prof de français qui a beaucoup compté pour moi au collège, et puis à qui j'avais d'ailleurs envoyé le premier et qui avait dit bon c'est super et tout, m'avait dit c'est rempli de fautes quoi. Qu'est-ce que t'as foutu quoi. Alors elle dit le prochain je te le corrige.
Alors, et puis elle me l'a corrigé très bien, à l'ancienne. Ah ouais. Je l'ai retrouvée avec des commentaires, des machins. Elle est super. C'était une prof qui était très... elle était prof de latin et de grec aussi, alors... Et elle était très très rigoureuse sur cette idée de garder comme ça une... Elle avait beaucoup de rigueur dans la logique grammaticale, elle insistait beaucoup. Et en même temps, elle était très ouverte à des littératures modernes, puisqu'elle nous faisait lire de la science-fiction, des auteurs américains, bon, enfin bref. Et puis, avant qu'elle corrige une forêt profonde et bleue, j'avais passé le texte d'Enfant Pluie, où j'avais utilisé comme négation juste le pas. Comme nous faisons tous, moi le premier, et comme je fais sans doute là, à l'oral, et qui est en train de gagner en fait aussi l'écrit, hein, c'est-à-dire que la particule négative ne disparaît. Et on ne garde plus le pas. Bon, j'y crois pas, fais pas chier. Alors les jeunes, ils vont plus loin, ils disent trop pas. Et alors... Et alors du coup, elle m'a engueulé. Et puis elle m'a réexpliqué. Alors ça c'est surprenant parce que j'avais bientôt 50 ans à l'époque. Et j'ai compris le système de la négation dite totale, enfin complète, je ne sais plus comment on dit, ne pas. Et j'ai compris, moi j'ai toujours pensé que ne et pas étaient négatifs, que c'était... Que du coup, en effet, il n'y avait pas de raison d'utiliser deux particules négatives pour dire la négation, et elle m'a expliqué que non. En fait, pas, c'est positif. Pas, c'est le pas. C'est le pas. Voilà, puisque il semblerait que à l'origine, en français, c'était un peu comme en espagnol. Hein, on disait un verbe et on mettait ne devant et on avait nié le verbe. Bon, donc c'était je mange, je ne mange, je bois, je ne bois, je vois, je ne vois, je marche, je ne marche. Et alors peut-être parce que tout ça, j'ai glané ça sur Internet, hein, c'est peut-être pas hyper... Mais c'était peut-être un peu euphonique, comme on dit, le ne. Tu vois, donc il a fallu renforcer la négation. Et comment la renforcer ? Ils ont choisi finalement de rappeler ce qu'on avait nié. Le complément d'objet direct du verbe nier. Donc ça a donné « je ne marche pas », je ne mange mi, je ne bois goutte, je ne vois point. Mais tu vois bien que ce sont des substantifs. Pas, point, goutte, mi. Oui. Voilà. Et ça c'est... On a perdu la compréhension de ces choses et le raisonnement est le même avec aucun, jamais, rien, personne. Ce sont des substantifs, c'est positif. Aucun, c'est quelqu'un, jamais, c'est un jour parmi les jours. Rien, c'est la chose. Et personne, c'est la personne en fait. Donc si tu dis... il n'y avait personne, pour dire que personne n'était présent, tu dis qu'il y avait quelqu'un, et quand le jeune il te dit trop pas, il est en train de te dire au contraire, c'est trop de positif. Bon, alors, non mais c'est intéressant parce que du coup, moi ça m'a d'abord remis un peu les idées en ordre. Quand je relis des textes un peu anciens, du 18e, etc., déjà je comprends mieux, tu vois, les histoires de aucun et jamais... je disais, mais pourquoi ils mettent... bon. Et surtout, ça m'a permis alors du coup, là, de faire système. C'est-à-dire, je prends plein de verbes et j'essaye de trouver le substantif qu'on pourrait remettre. Et tout en voulant revenir à la logique, parfois, je dois avouer que je me trompe. C'est-à-dire que c'est pas très logique grammaticalement, il faut que j'affine encore. Mais ça peut donner des choses un peu inattendues. Par exemple, pour dire « je n'ai pas le temps », je n'ai sable le temps. Bon. Alors c'est pas tout à fait exact, sans doute. Même atome à un moment donné. Je prends atome, inhaler, molécule d'une fumée, odorer, atome d'une odeur. Non, c'est passionnant, ça peut créer... bon, ça c'est... Alors là, on pourrait dire que c'est un jeu, mais presque au sens... ça frise l'olympien, mais bon, ça le frise parce que moi je me considérerais pas du tout là-dedans. Hein, mais, et ce que j'aime, c'est que ça peut paraître complètement exotique, faux, etc. Alors qu'à la limite, on est encore davantage dans la logique même de la langue. Voilà, et pour le vocabulaire d'ailleurs, c'est pareil, j'aime bien
qu'un mot ou une expression paraisse fausse, comme à cause que. En fait, c'est, comment il s'appelle, Amyot, l'évêque Amyot, donc, qui est considéré comme un des pères du français classique. On va dire, c'est l'époque de Rabelais. Tu avais deux voix, tu avais Rabelais et l'évêque Amyot. Et il emploie à cause que. C'est pas parce que, c'est à cause que. Et chez Paré, il y a Ambroise Paré, il met une incise entre parce et que. Parce sinon que. Il dit pas parce que sinon. Et ça, je l'utilise beaucoup. Enfin, tout ça pour dire que ça paraît faux et en réalité, c'est juste grammaticalement. Ça, j'aime bien produire cet effet. Et pareil pour les mots qui peuvent paraître des néologismes alors qu'il n'y a aucun néologisme. Ce sont tous des mots qui appartiennent au lexique. Alors, odoré, faudrait vérifier. Peut-être que dans le dictionnaire moyen français, il n'y est pas. Dans le littré, je pense, ouais. Faudrait voir. Je suis pas toujours. Des fois, je. Non, mais je ne sais pas vous prendre en faute. Hein. Non, mais ça me permet de dire que je dis que je fais système, mais je maîtrise pas tout. Hein. Et ça va avec là, je t'écoutais lire, par moments, j'ai employé peut-être un mot qui dans le sens moderne, plus qu'ancien, mais enfin... bon, voilà, en tout cas, il y a des choses qui sont spontanées, d'autres choses qui sont beaucoup plus réfléchies et qui feraient système, si tu veux. Ouais. Mais ça va avec une idée de... Je trouve que cet usage de la négation, c'est hyper intéressant. C'est en effet revenir à une justesse quelque part. Et ça va avec un souci de précision que tu as, mais de façon, tu dis systémique, ouais, en tout cas systématique. Et sur enfin, je sais pas où tu trouves tous ces mots. Ils étaient là en toi au moment où tu as commencé à écrire. Tu les as cherchés. C'est comme nous tous. Hein. Il y en a que j'ai issus de mes lectures. On possède beaucoup plus de mots qu'on croit, en réalité. Si on a lu, mais même sans le lire, en fait. Après, ça dépend du milieu dans lequel on évolue, on grandit, mais je crois qu'on possède beaucoup plus de mots que l'on imagine. Mais la difficulté, c'est de retrouver le chemin, quoi. Ensuite, on a, je crois aussi, une compréhension de la morphologie des mots, intuitive. Moi, j'ai pas fait de latin. Bon, j'ai eu une prof de latin et de grec, mais j'ai pas fait de latin et de grec. Mais on voit bien que même un mot inconnu, on peut le raccrocher à une famille. Je veux dire, c'est juste, tu vois, c'est presque la méthode globale, quoi. Et puis, après, il y a le fait d'aller les chercher. Ouais. Et là, j'utilise... Donc, j'ai beaucoup utilisé le littré pour mes premiers livres. Et là, donc, spécifiquement pour Jeanne d'Arc, Joanne, je suis allé avec le dictionnaire du moyen français. Et je suis assez content parce que c'est vrai que c'est un lexique, là, le moyen français, c'est très charnu, quoi. C'est très corporel, c'est une langue... Tu trouves des mots, c'est vraiment... c'est charnel, quoi. C'est des mots... Et alors, j'étais très emmerdé avec le mot étonné, surpris... voilà, surpris. Vous voyez ? Parce que étonné, aujourd'hui, c'est quand on a... on a une légère surprise, quoi. Mais en fait, dans le sens premier, étonné, c'est vraiment un malheur, ça bat sur toi. Tu peux pas... Tu vois, c'est vraiment l'accablement, quoi, quand tu es étonné. Hein. D'ailleurs, il paraît que ça vient de tonnerre, je sais pas bon. Hein. Et alors, étonné, tu peux pas le mettre. Enfin, si je suis le moyen français, je peux pas le mettre pour mettre quelqu'un d'étonné au sens actuel. Mais je peux pas mettre surpris non plus. Parce que surpris, c'était vraiment... Là, c'est le sens premier des choses. C'est pris par-dessus. Okay. Voilà. Tu prends quelque chose par-dessus. Alors, avec l'idée aussi que peut-être, si tu prends par-dessus, tu surprends. Au sens moderne. Bon. Alors, je me suis dit, quel mot employer ? Alors, et bon, j'ai cherché. Alors, il y en a un, c'est qu'on utilise plus, c'est ébahi.
en fait. Ok. Tu peux dire qu'il n'avait peut-être pas le sens aussi fort qu'il a actuellement. Enfin, c'est passionnant ça aussi. Bon, enfin, je ne vais pas trop vous prendre le show, c'est peut-être pas votre passion. Obsédé, alors là, il faut revenir au latin. Il y a une gradation quand même. Hein. C'est le terme exact. Obsédé, c'est oppressé, assiégé. Et finalement, on arrive à obséder. Oui, mais parce qu'obsédé, alors j'ai oublié la définition latine, mais c'est ça. Obsédé, c'est entouré. Ah ouais, d'accord. Obsédé, il faudrait regarder là, dans un dictionnaire étymologique. C'est le vrai terme. Ouais. Quand tu presses quelqu'un, et c'est pour ça qu'on dit « je suis obsédé » en fait. Je suis obsédé, c'est-à-dire quelque chose qui fait le siège autour de... Donc, c'est étonnant. Hein. Voilà, donc il y a une recherche du sens premier du mot, il y a une recherche d'une langue comme ça qui se voudrait neuve, j'appelle Noël. Bon. Ah, voilà, donc il y a cette idée de revenir à l'origine, enfin fantasmer, c'est toujours pareil. Hein, l'origine, c'est impossible de la retrouver, mais il y a cette idée de... Alors, mais c'est pas un projet réactionnaire. On a bien compris avec cet extrait que c'était trop réactionnaire. Non, on va dire, tiens, on va dire, il veut écrire comme au 15e, mais c'est pas ça. C'est essayer de retrouver l'émotion que supposément pouvaient avoir ceux qui employaient les mots à l'époque. Voilà, bon, donc c'est pour ça que je dis c'est pas réactionnaire purement. C'est pas une pure imitation. C'est un rejeu, une renaissance, une recréation. C'est de l'espérance. Comme tu prends Jeanne d'Arc pour la mettre dans ton univers, voilà. Tu prends des mots pour les mettre dans ton imaginaire. Est-ce que dans vos autres romans que je ne connais pas du tout, vous avez déjà aussi vécu cette expérience de changement de langage? Parce que là, vous changez de langage, vous passez dans ce langage moyenâgeux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans d'autres Alors, livres? ça m'est arrivé pour le 3e livre qui se passe dans l'époque contemporaine, où là, par contre, j'ai appauvri le vocabulaire. Enfin, c'est peut-être un peu bête, mais j'ai eu beaucoup plus de mal à employer des mots comme ça extrêmement précis et un peu datés, ou qui peuvent paraître surannés. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est employer du vocabulaire contemporain, très riche, mais ça, j'ai pas su le faire. Parce que ça pourrait être intéressant aussi, parce que si on songe à quelqu'un comme Sandrard, ou Mayakovsky, je crois aussi, ils ont fait de la poésie, donc début 20e, avec des éléments du monde moderne. Alors, je sais pas, la locomotive, le début des moteurs, Sandrard, il y a de ça. Il utilise un vocabulaire technique de l'époque. Et moi, j'ai beaucoup de mal à le faire avec les matières de notre époque, etc. Peut-être parce que j'ai du mal à poétiser ça. Tu vois, le plastique, Non, mais c'est un peu bête, parce que peut-être qu'il faudrait le faire. Il faudrait arriver à chanter le monde technique moderne et le monde moderne, et chanter les zones commerciales, les zones artisanales. Tu vas réessayer. Alors, mais d'une certaine manière, il y en a un qui le fait. Enfin, moi, j'aime. Enfin, je l'aime pas. C'est pas que je l'aime pas. C'est pas une question de je l'aime ou je l'aime pas. Mais enfin, c'est Houellebecq. Mais d'une certaine façon, pour chanter ce monde-là, il a bien dû trouver une langue extrêmement négative et pauvre et déprimée. En fait, non, mais il a raison. Et beaucoup de gens témoignent de ça, que c'est ce qu'ils aiment chez Houellebecq. C'est que, en effet, ça, ils peuvent même s'identifier. Enfin, et j'ai lu un interview. Il dit même qu'il a essayé il prend sur lui toute la négativité du monde, et donc il est obligé d'être négatif d'abord. Mais du coup, il a une langue aussi qui est extrêmement négative. Et mais c'est en quoi c'est un très grand écrivain en fait. Mais moi, par contre, c'est une langue qui se voudrait extrêmement positive. Créative, générative. Voilà. Là, je ne sais pas si je suis vraiment dans l'air du temps. Bon. C'est pas grave ça. Oui, c'est pas grave, non. C'est en ça que vous êtes dans l'air du temps parce que vous nous présentez un Moyen-Âge imaginé en fait.
C'est ça que j'aime dans vos livres. C'est vrai qu'il est vrai votre Moyen-Âge, mais il est surtout une projection de notre imaginaire. Et c'est passionnant parce que ça rejoint le nôtre. Voilà, de notre imaginaire actuel, en fait. Oui. Ouais. C'est vrai. C'est en ce sens qu'on pourrait dire que vos romans disent le futur. À la limite, pourquoi pas? Ouais. Parce que l'imaginaire, pourquoi est-ce qu'on l'associe au passé? Oui, C'est c'est idiot, juste. ça. C'est pas le passé. Oui, moi j'aurais tendance à dire que l'imaginaire est de tout temps, en fait. C'est, voilà. C'est un autre temps. ouais, c'est l'intemporel même. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, le ladre, on imaginerait volontiers aller dire 2 mots à Poutine aujourd'hui, non? Ouais, j'ai beaucoup pensé en lisant, là, je me suis dit, tiens, À Poutine Et bien d'autres, mais c'est juste le sujet. et aux autres en face, parce que Bien c'est sûr, toujours la bien même sûr. histoire. Hein. On est Ouais. tous Ah en non, train mais de bien revendiquer. Bon, enfin. Oui, Et aux autres, je sais pas s'il serait tellement ému. Je pense pas, mais ça m'a fait juste penser à ça, quoi. Avez-vous des questions à poser à Marc Graciano? Oui, moi j'en ai une, oui. Oui, Gérard. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce mode d'écriture en fait au départ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dit je vais écrire des livres sans point en fait? Sans enfin avec des ponctuations, mais sans ces moments de respiration que permettent les points en fait. Parce que moi quand j'ai lu Une forêt profonde et bleue, il y a un moment déjà, je me suis un peu asphyxié au début. Mais on ne s'arrête jamais en fait. On est toujours dans le ça se relance sans cesse, justement par ce et, par ce puis aussi, souvent. Et c'est très déstabilisant. Il m'a fallu une vingtaine de pages quand même pour m'habituer à ce rythme-là. Et je me suis dit, mais pourquoi il écrit comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'à la base, il s'est dit, je vais écrire comme ça? Alors, je me le suis pas dit, c'est là où je veux dire, c'est pas, quand je disais que j'étais systématique, je me le suis pas dit par avance. Je l'ai découvert en même temps que je l'ai expérimenté, en fait. Et que j'ai été porté par ça. Alors, il y a quelques influences quand même, je pense, hein, c'est évident. Je parlais du ton biblique, les Américains, McCarthy. Mais McCarthy va pas aussi loin. Enfin, moi, j'avais bien aimé le grand passage de McCarthy, mais alors lui, il met même pas de virgule, mais par contre, il met des points assez régulièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ces grandes digressions. Il y a peut-être de la littérature française qui prépare. Simon, Proust, moi je l'ai peu lu. Mais il y a ce qu'on peut lire chez Joyce. Hormis que, là je fais une parenthèse, hormis que souvent ces longues phrases sans point sont souvent utilisées dans la littérature pour des monologues intérieurs en fait. Et là, c'est vrai, je l'utilise pour la description objectiviste. Hein, c'est ce qui peut paraître asphyxiant aussi, c'est-à-dire que une tentative d'épuisement, oui, c'est vrai. et on est quand même dans la tête, je pense au monologue intérieur, on est quand même dans la tête de cet écuyer qui raconte Oui, cette histoire. Donc on est dans sa c'est vision. pas- oui, on va voilà. dire. On n'est pas dans sa psychologie, où, bon, Joyce le fait très bien, parce que ça part dans tous les sens, comme nous, dans notre tête. Quand le discours interne, il est très éclaté. Alors, comment je cite souvent que ça m'est venu, alors c'est un peu anecdotique, certes, mais enfin, quand même, j'essaye de voir à quel moment j'ai eu ce désir, enfin, cette impulsion, pulsion. C'était en vélo. À une époque, j'allais de chez moi, donc je travaillais dans un hôpital psychiatrique dans le Cher, et puis j'allais en vélo. J'avais 27. Bon, à l'époque, j'étais un peu moins en surpoids. Et je faisais 25 bornes aller, 25 bornes retour. Et au printemps, j'avais expérimenté ça, qu'on fait tous un peu, c'est-à-dire que je lâchais le guidon, je roulais, et puis alors je traversais une grande forêt, un grand bois. Et j'avais essayé de décrire tout ce que je voyais au fur et à mesure que j'avançais. Et j'avais trouvé cette idée de mettre des... Tu vois. Mais cette prof que j'ai retrouvée, elle m'a dit, tu sais Marc, quand tu étais au collège, t'écrivais pareil en fait. Elle m'a dit, quand tu étais gamin, t'écrivais pareil, sauf que Sauf que tu avais 13 ans.
Voilà, j'étais gamin. Sauf qu'elle rajoutait des virgules Et- et des points. Et c'est vrai que, alors j'utilise peut-être moins les haies, mais déjà sans doute les haies. J'ai essayé de faire des phrases complexes, sans doute sans y arriver, parce que j'ai souvenir qu'elle me disait n'essaye pas de faire comme Proust sans l'avoir lu. Et justement, elle me disait regarde les Américains, ils font simple. Bon, elle a essayé d'instiller un espèce de contre-poison contre l'ampoule, tu vois. Ouais, mais dans Liberté dans la montagne, il y a beaucoup de points. Les chapitres sont assez Oui, courts. oui, bah oui. Mais parce que j'avais pas encore lâché Ouais, t'avais pas lâché les chevaux. les chevaux. Et elle me dit, et c'est vrai que j'ai souvenir que je commençais une petite rédaction, que j'adorais ça, gamin, les rédactions. Et souvent, je faisais une phrase qui terminait à la fin de la double petite page, tu vois. Bon, voilà. Ouais, elles sont quand même Donc- longues, même dans... Mais J'avais il y a des points. Ouais, Oui, oui, oui. j'avais manifestement, bon, voilà, j'avais ça. Moi, c'est ma façon de chanter, quoi. Mais c'est très corporel, hein, justement. Moi, je point trouve au que ça pas. donne. Il y a quelque chose. Point Moi au pas, qui point. cours, j'ai l'impression que c'est vraiment le rythme de la course, du pas qui relance. Ouais. Voilà, tu parlais de vélo. Enfin, je vois très bien ce que ça peut générer dans le corps et qui peut sortir comme ça, quoi. Et puis, j'ai souvenir à une époque, j'ai fait un rêve, avant d'écrire Liberté dans la montagne, un rêve de toute puissance. Où j'avais fait un rêve très agréable dont on se souvient. Tu sais, dont on se souvient le matin, quoi. Je rêvais que j'étais sur une route, au-dessus d'une route, mais comme ça fait quand on a beaucoup roulé la journée, et quand on va se coucher, on revoit la route qui défile. Et j'avais dans mon rêve le pouvoir de nommer tout ce que je voyais. Et ensuite, ça s'est même inversé en nommant les choses apparaissaient. Tu vois, le rêve ce que tu nous dis quand même. Non, mais j'ai rêvé que j'étais Dieu, en fait. C'est les hommes qui ont créé Dieu. En vélo, peut-être. Hein. Ou à vélo, je sais pas comment. Je sais plus. Non, à vélo, oui, on n'est pas dans le vélo. Oui. On n'aime pas voir le petit vélo. Non, mais je vous encourage à essayer de faire ça en voiture. Je l'ai fait aussi, c'est en bagnole. Je partais, à une époque même, je m'enregistrais avec un dictaphone, j'essayais de nommer tout ce que je voyais. Bon. C'est un plaisir infantile, encore une fois. Beaucoup cette question de collection chez vous aussi quelque part. Collection de mots, lire le dictionnaire et faire collection de mots. Et puis au début de Joanne, le premier chapitre, il y a cet homme qui arrive chez les parents de Joanne et là avec ses frères et tout ça. Et il fait une collection d'images. Il leur parle de plein de choses magiques, d'animaux magiques, merveilleux. Et à chaque fois ou presque, parce qu'il n'a pas toujours les images, il lui en manque quelques-unes, je crois. Mais à chaque fois ou presque, il a une sorte de, je sais pas si c'est des badges ou des choses comme ça. C'est une médaille. Médaille. C'est une médaille, voilà. Et à chaque fois, il leur montre l'image qui correspond à ce qu'il leur raconte. Ouais. Et il y a aussi dans Embrasse l'ours, il y a la vieille dame qui sait toutes les herbes, Ouais. et qui fait la liste de toutes les herbes et de tout ce à quoi elles servent pour la guérison, etc. Et il y a beaucoup cette chose-là chez vous, c'est des romans de marche, où dans tous vos romans, il y a les personnages traversent des espaces, et on a l'impression qu'à un moment donné, ils s'arrêtent et qu'il y a quelqu'un soit qui a fait déjà collection sur sa propre marche de vie de tout un tas de savoirs, ou là, pour l'homme qui vient chez les parents de, on ne sait pas pourquoi il est là d'ailleurs, c'est une sorte de troubadour, mais qui va juste dans une maison. C'est un fol en Christ. C'est Un fol en Christ. Il a l'air de s'inviter, enfin, c'est une super idée, je trouve, comme beaucoup de vos idées, et on a l'impression qu'il leur dit tout ce qu'il sait et qu'il a cumulé lui dans sa marche d'avant. Et j'ai l'impression que ce personnage, c'est un peu une métaphore de l'écrivain, peut-être, et de vous. Sauf que lui, c'est pas forcément très tenu ce qu'il leur raconte, parce qu'il passe vraiment très vite d'une image à l'autre, alors que vous, c'est très tenu ce que vous nous livrez. Il y a un petit peu de ça. Là, quand même, souvent, j'en chasse des images où je passe d'une image à l'autre assez rapidement. Oui, on pourrait dire que c'est une métaphore, mais du poète, alors, moi, parce que j'appellerais ce premier chapitre le passage du poète, en fait, pour paraphraser Ramu, hein, qui a écrit je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ça. Et donc, il a cette capacité à nommer, enfin, à faire un lien entre image et mots, en fait.
et à faire apparaître du réel en nommant les choses. Donc en effet, oui, on pourrait dire que c'est une métaphore de ce que j'essaye de faire, parce que moi je ne cesse pas de dire que j'essaye de réaliser des images. D'ailleurs, souvent je ne revendique pas ou je refuse d'être considéré comme un écrivain, dans le sens que mon idée c'est de rendre réelles des images. Donc on est plus proche de la réalisation. Mais réalisation, il n'y a que les réalisateurs de cinéma qui ont gardé ce terme. On dit un réalisateur de cinéma, mais en fait un réalisateur, il peut être de tout. Photographe, musique. Et en fait, j'emploie ce mot de réalisateur, mais je devrais employer le mot de poète, parce que poète, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui fait, qui confectionne. Oui, il y a Borges qui dit des choses assez intéressantes là-dessus, où il emploie le terme, en espagnol on dirait hacedor, le faiseur, quoi. Facteur. Et ça a donné facteur en français déjà un peu ancien, maintenant on dirait faiseur, et maker en anglais, et poète en grec ancien en fait. C'est vraiment ça, c'est faire apparaître du réel, ça serait mon idée, avec des mots. Comme votre rêve. Ouais, exactement, comme mon rêve. Voilà, oui, c'est très cohérent. C'est un rêve. Mais bon, c'est un vieux rêve, je pense. Je suis sans doute pas le seul à le faire. Non, mais non je sais pas. Moi, ce qui me fascine dans vos livres, c'est votre capacité d'abord à créer ce temps long de la phrase, très très long même, mais ça crée du temps pour nous en fait. Enfin, quand je vous lis, vous m'offrez du temps et vous m'offrez des tonnes d'images que vous réalisez justement par la précision des mots. Donc quand je finis un de vos livres, j'ai l'impression d'avoir lu 36 000 trucs, tous trop bien, comme disent les jeunes, en peu de temps, très resserré. Et encore, peut-être c'est encore plus fou dans vos livres les plus courts, comme le Soufi ou le Sacré, ouais. Où je me dis, mais comment il arrive à me raconter tout ça et à me créer autant d'images en si peu de temps, et à la fois c'est du temps long parce que la phrase est longue. Enfin, c'est une sorte de truc bizarre. On a l'impression que c'est trop court. Moi, je suis toujours trop frustré quand ça s'arrête, terriblement frustré. Mais surtout avec ces petits livres, on va dire. Voilà. Ouais. Je sais que le prochain arrive bientôt, là je suis sur les dents. et je me dis, mais comment il arrive? En plus, vous publiez vite, vous publiez presque tous les ans. Je sais pas comment vous faites pour travailler aussi bien, aussi vite. Mais c'est d'une richesse, c'est incroyable ce que vous arrivez à faire. Et parfois, il y a même des images qui sont les unes dans les autres. Comme quand Jeanne, elle va dans la chapelle, là, ouais. et elle a une sorte d'illumination, ou elle est guidée, ou je sais pas, et elle sait qu'il y a quelque chose sous le sol. La Et là, vous décrivez, parce que vous décrivez toujours les gestes, le geste est super important chez vous, et c'est ça qui nous fait voir, justement. Ouais. Et elle fait enlever, enfin elle enlève, et elle fait enlever à ses camarades les dalles une par une et tout, et elle déterre tout ça. Et elle trouve un truc empaqueté, qui a une forme. Et au début, ils disent, ça doit être, enfin ça ressemble à un enfant, un corps de petit enfant emmailloté. Puis ils enlèvent des couches et des couches et des couches, et finalement ça ressemble à une croix, et finalement c'est une épée, c'est la gueuse de Charles Martel. Et cette image-là de l'enfant, elle est restée quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est annulée, puisque c'était pas ça, la croix non plus, mais elle a été là. Et enfin, je trouve que ça représente bien ce que vous arrivez à faire dans vos livres, qui est que les images, on a l'impression qu'elles s'accumulent, mais il n'y en a aucune qui est plus faible que l'autre, qui va être effacée par la dernière. On a l'impression que toutes sont très très fortes et très présentes. Et celle de l'enfant, là, moi, elle m'a bouleversé parce que ça m'a fait penser au Soufi. Et à cet enfant qu'un des personnages porte. Enfant morte, oui. Enfant mort, ouais. Et qui après va être un autre personnage va venir le soigner, qui le porte, et puis lui donner une vraie sépulture où il va être très très protégé, ce corps mort d'enfant. Et là c'est la même idée, sauf que c'est pas un enfant, mais quand même ça l'a été. Oui, merci, parce que je ne l'avais pas perçu, mais il y a une image récurrente, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que donc du coup, il y a une agrégation d'images en fait, une superposition. Persistance rétinienne, un peu ça reste, et du coup ça augmente le sens finalement. Mais bon, ça demande pas non plus
déjà, j'aime pas trop le mot travail. Je travaille pas, hein. Enfin, je travaille pas, je passe du temps quand même, mais c'est parce que j'ai des images que je cherche à décrire. Donc, moi aussi, enfin, je veux dire, tout le monde, enfin, je veux dire, pas tout le monde peut le faire, mais enfin, si on prend. Après, ce qui est plus compliqué, c'est de trouver le flux, comme j'appelle, le mouvement qui porte. Ou plus compliqué encore, c'est de trouver l'image féconde, c'est-à-dire l'image qui en contient plein d'autres. Parce que j'en ai plein qui sont pas comme ça. J'essaye de déplier, ça donne rien. Maintenant, j'arrive un peu comme un chien truffillé, tu vois, à voir l'image qui est condensée, qui en a plein d'autres en elle. Et une fois qu'on a trouvé enfin, en tout cas, j'ai trouvé cette image et que je trouve ce flux qui conditionne le rythme d'écriture, et ça me motive aussi pour trouver les mots, parce que les mots viennent ensuite quand on est pris dans le truc. Bon, voilà, donc vous remarquerez quand même que les derniers livres, ils étaient assez courts. Bon, alors, on peut bien en sortir un tous les ans, quoi. Quant au prochain, alors on n'a pas calculé l'attente, hein, on n'est pas là-dedans avec les éditeurs. C'est pas Harry Potter, tu vois. Mais je suis content de savoir, vous l'attendez avec impatience. C'est moi Harry Potter avant. D'ailleurs, j'ai vu que vous envisagez 2 autres livres sur Jeanne d'Arc. Oui. Sur Jeanne d'Arc. Oui. C'est la suite. Ouais. Et est-ce que, peut-être que vous aurez pas du temps de répondre et je comprendrai. Mais ce serait quels épisodes? Parce que là, vous dites... Y aura-t-il une scène de sexe Dans la saison 2. Vous avez, dans un entretien, vous expliquez que vous avez choisi ce voyage-là parce qu'il est peu traité par rapport à Tango. Oui, très juste, ouais. Là, ça va être... Là, alors, les 2 autres opus, ça sera... On va appeler ça des opis. OPI, peut-être, au pluriel. Bon, en tout cas, il va y en avoir 2 autres, et ça va être une façon de couper la vie de Jeanne d'Arc assez habituelle, c'est-à-dire que généralement c'est l'enfance, la révélation au dauphin, et puis ensuite les batailles, jusqu'à la capture, et 3e partie, le procès. Donc je vais reprendre ça. Et ça va être peut-être plus coton, parce que les autres parties sont extrêmement traitées, oui. Mais j'ai envie d'aller vers le roman historique à la Yourcenar. J'ai envie de me documenter et de faire en sorte que ce soit relativement réaliste, enfin le plus réaliste possible, si bien que depuis que j'ai écrit ce bouquin, j'ai jamais lu autant de livres sur Jeanne d'Arc, en fait, parce que j'en ai peu lu jusqu'alors, hein. Et après me mouvoir dans ce monde. Je sais C'est radical comme, par rapport, je trouve ça c'est un tournant assez important parce que. Oui, mais pour ce personnage. Mais dans ton œuvre, moi je me faisais la réflexion que Johan, c'est le premier personnage qui a existé. Oui. Non, mais c'est le premier qui a un prénom. Oui, c'est vrai. D'autres personnages ont des noms aussi. Colette de Vienne, Bertrand de Poulengy. Non, mais dans Johan, mais dans tous tes précédents romans. Oui, on est d'accord, oui. Là, tu as dérogé à une règle. Oui, mais je déroge à beaucoup de règles, tu vois, avec Jeanne d'Arc. Mais c'est normal, parce que tu sais que Jeanne d'Arc, c'est une figure... Peggy, il disait pas ça d'elle, il le disait du Christ, il disait que c'était quelqu'un de dérangé. Mais au sens premier, sorti du rang. Mais dérangé aussi, en fait, et qui peut paraître dérangé, et qui dérange. Et donc elle me dérange. C'est ça. Et j'aime ça. Ah, mais nous aussi. S'il y en a qui veulent y aller, ils peuvent peut-être. Je vais déjà. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Vous parlez beaucoup d'images que vous souhaitez réaliser. Et du coup, là, vous parlez quand même de Jeanne d'Arc qui a été traitée au cinéma. Je me demandais si pour cet ouvrage-là ou d'autres, c'est justement des images de cinéma qui vous habitent, qui vous influencent, parce que c'est des influences contre lesquelles vous luttez. Vous parlez d'Inès d'Épinal aussi, de Jeanne d'Arc. C'est vrai que le cinéma en a produit aussi des très fortes.
Et en plus, quand vous parlez de Peggy qui a été adaptée, est-ce que c'est des choses qui vous ont habité ou est-ce que vous les avez évacuées ou est-ce que... Non, j'ai peu vu. Enfin, j'ai regardé des films sur Jeanne d'Arc, mais paradoxalement, c'est pas ça qui m'influence le plus en termes d'image. Et j'aurais peut-être tendance aussi à me méfier du coup. Mais bon, moi j'ai eu, au fond, peut-être que le premier que j'ai vu sur Jeanne d'Arc, c'est celui de Besson. Bon, qui ne m'a pas déplu, mais je pense que c'est très lié à l'actrice. Mais j'avoue que bon, il y a des... Il est pas mal dans l'idée, hein, sur les idées qui développe Besson. Après, il y a tout un traitement des images un peu à l'américaine, alors qui sont assez sympas dans les batailles, dans le mouvement, mais après, il y a des trucs un peu lourdeaux, bon, enfin, qui me déplaisent. Après, il y a Dreyer. Alors ça, par contre, Dreyer, j'aime bien. C'est le film sur Jeanne, c'est Jeanne au bûcher, je crois. Ou La Passion de Jeanne d'Arc, pardon. Mais j'aime bien cette idée qu'a développée Dreyer. Mais alors, c'est Delteil, hein, qui a écrit le scénario. Hein. Là, il fait un parallèle entre Jeanne d'Arc et le Christ, c'est-à-dire c'est la Passion de Jeanne d'Arc. Hein, et j'aime bien cette idée. Je trouve que, en effet, il y a des accointances, quoi. Puis du coup j'ai regardé celui de Bresson sur le procès qui est pas mal, bon, qui m'a pas enthousiasmé non plus, celui de avec Bonner, comment c'est, Le Rivette. c'est Rivette, ça j'ai pas trop aimé. Bon, parce que du coup il aplatit, enfin je veux dire, avec le jeu de Sandrine Bonner, tout ça, c'est... Bon, j'ai pas tout vu non plus, j'ai vu des extraits, j'ai pas tellement accroché. Et Dumont, j'ai pas accroché non plus, mais tout bêtement, parce que la jeune actrice déclame et slame du Peggy, et alors bon, on comprend rien, quoi. Alors, du coup, j'ai lâché, mais ça me fait penser à ma grand-mère, elle me disait, tu sais, elle me disait Gainsbourg, c'est un bon chanteur, mais le problème, c'est qu'on comprend pas ce qu'il dit. Alors je deviens un peu un vieux, bon, enfin, paix à l'âme de ma grand-mère. À l'époque, je me disais, mais c'est complètement con ce qu'elle dit. Et je m'aperçois que, bon, je suis aussi con qu'elle a été. Et on m'a fait regretter ça. Beaucoup de gens m'ont dit, non, il faut vraiment que vous teniez le coup, vous regardiez, en particulier la deuxième partie, la chanson de Christophe. Et il y a un historien là avec qui j'ai discuté au centre Jeanne d'Arc. Enfin, c'est pas que j'ai eu une prébande particulière, hein. C'est très bien foutu. Il y a un grand historien qui s'appelle Bouzy qui est un ponte, hein, sur Jeanne d'Arc, mais qui accueille qui vient, qui que ce soit, quoi. Je veux dire, universitaire, pas universitaire, et il vous reçoit si vous êtes intéressé par Jeanne d'Arc, et vous parlez de Jeanne d'Arc, et puis vous avez accès à la Bible. Enfin bref, il m'a signalé que dans le deuxième opus de Dumont, au procès, il a utilisé des acteurs amateurs, mais qui sont tous des juristes et des juges. Et il a trouvé que justement, il y avait quand même le ton juste. Voilà, tandis que moi, avec la gamine, là, la première scène où elle danse en même temps qu'elle déclame du Peggy, j'ai pas accroché. Bon, enfin, c'est comme ça, mais c'est la vie, quoi. Je n'aime pas tout. Hein. Mais j'aime bien Dumont, hein. J'aime bien le petit quinquin. Et sinon, par rapport aux images, la peinture... Alors, peut-être plus la peinture. Ouais. Peut-être plus les livres d'heures, peut-être plus les enluminures, peut-être plus un tableau, j'oublie toujours son nom. Alors, il y a toute l'imagerie de Bruegel, moi, que j'aime depuis longtemps, mais qui sont dans tous mes livres. Non, mais sur Jeanne d'Arc, il y a un tableau d'un peintre, j'oublie à chaque fois son nom. Il est aux confins de l'académisme et de l'impressionnisme. Il a fait une Jeanne d'Arc qui est complètement hallucinée dans son jardin. Ça m'a plu.
Peut-être plus la peinture que les films, ouais. Ouais. Malheureusement, c'est l'heure de Oui, finir on y cette arrive, rencontre. parce que ça fait combien de temps? Ouais. Bon, ben merci pour votre... Merci toi, Marc. Si je devais garder une partie de votre œuvre, mais vraiment focaliser dessus, c'est dans le deuxième, une forêt profonde et une... Forêt profonde et bleue. C'est ça. C'est le chapitre avec le Manse, Avec la le neige. réparation de la fille. Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Du neige. Avec le neige. Oui, le neige. Le pardon, neige. excusez-moi. Oui, mais à quel moment? Au moment où il la soigne, Au moment où il la ou soigne. au moment où il peint sur elle? Au moment où il la soigne. Ouais. Je trouve ça extraordinaire. J'avais jamais rien lu de pareil, quoi, avant. Jamais. Ouais. Vous atteignez là quelque chose de... Pour moi, c'est incomparable. Et puisque vous êtes au tripode, je voulais juste dire un mot pour parler de Jacques Abeille, Oui, que vous qui est devez mort connaître, qui bientôt. vient de mourir. Il y a un Qui peu- lui aussi, me paraît, pour moi, je vous mettrai à peu près au même niveau pour ce qui est des auteurs qui créent un monde. Ouais. Vous créez un monde avec des personnages, avec des lieux, avec une langue extraordinaire. Et je trouve que vous êtes, sans être proche de lui, hein, mais il me semble que vous procédez un peu de la même démarche, quoi. Oui, on a... L'œuvre monde. Oui. Il y en a un autre qui est... On se veut des démurges. quoi. Bah oui, mais on a besoin de ça quand même. Ouais, Je pense à Volodine aussi, mais ouais. Dans un autre, dans un autre registre, une autre qui ambiance. crée aussi un monde. Oui, c'est vrai, je m'aperçois que je suis en train d'en créer un. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Parce que il y a des récurrences Alors, d'images, de ouais. lieux, de personnages. Il y a un réseau de symboles. Ah, c'est Ouais, pas gré. ouais. Et ce sont des œuvres qu'on n'épuise pas. Jamais. On n'en fait pas le Ça, tour. bon, ça c'est un beau, Il reste c'est un beau toujours combo. quelque chose, un mystère. C'est comme la forêt. Bah oui, Ouais. je pensais moi plutôt à vos forêts, là. Je pensais aussi au conte. Oui. L'image de la forêt dans le conte, qui est à la fois positive parce qu'on va découvrir des choses, on va grandir. Oui, Et c'est puis on fait vrai. une perdre, qui est le monde obscur. Enfin bon, on va pas revenir à l'inconscient, mais la forêt du Petit Pousset, moi je me rappelle quand j'avais 6-8 ans, quand je lisais ça, c'était extraordinaire aussi, quoi. Ça développe l'imaginaire, tout ça. J'ai retrouvé ça beaucoup plus âgé en lisant Genevoix. Hein. Bon, j'ai lu Genevoix jeune, mais un petit texte qui s'appelle La forêt perdue. Il n'est pas très connu de Maurice Genevoix. Enfin, il n'est plus tellement lu, Maurice Genevoix, mais... Et où il parle comme ça d'une forêt dont on croit atteindre le centre et on l'atteint jamais, quoi. C'est ça. Ouais, c'est... Oui, c'est l'âme. Où on en est sorti. Non, oui, c'est peut-être pas l'inconscient, mais ça serait l'âme. Hein, cette espèce de trou noir qu'on nous. Merci en tout cas. Merci. C'est moi qui vous remercie pour votre présence, votre écoute, votre patience. Avec grand plaisir. Merci, Marc. Bonne soirée. Merci Benjamin. Merci.